Bonsoir tout le monde. Bon bah comme promis, chose promise chose due, voici le paléo politique dont je vous avais parlé ce midi. Vous étiez peut-être là pendant la revue de presse de ce midi, midi 14h. J'aime pas parler avec un casque, hein, je m'entends pas, mais là je vais être obligé parce qu'on va regarder un documentaire. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors j'étais il y a pas longtemps du coup sur la chaîne d'Airquet, voilà, il dit allez là. Merci aux gens qui ont sub évidemment. Pour le programme annoncé, on va bel et bien regarder ensemble Mélenchon Origins. Je vous explique ça après avoir remercié un petit peu les gens qui sont passés, voilà, qui ont soutenu la chaîne ce soir. Il y a 8 minutes, voilà, il y a 2 heures. Il y a 2 heures, il y avait... Ah merde, j'oublie ma tasse. Il y a 2 heures, il y avait Skeptic CW, mais bon, il y a 10 minutes... Il y a 8 minutes, il y avait Techno Lapin. Merci à toi, Techno Lapin, qui disait « Oh wow ». Merci Roms Roro, merci Anarcho Apiariste, qui dit « Je vais encore devoir me coucher tard ». Merci quand même. Bisous. Un paléopolitique et le soir, Koulos me dit CD8T lymphocyte. Mais j'ai mis 4 mois l'abonnement à Ursule, de Ursule et Cotentin, continue le super boulot camarade. Et par conséquent, merci Planet Long Jump, merci Thomas Hercouet d'avoir lancé évidemment un raid sur cette chaîne, vu que je viens de ta chaîne, voilà c'est un échange de bons procédés, des politesses, des amabilités. Merci Eviliep qui dit « Ah enfin j'arrive à choper un stream en live ». Bah oui mais tu te couches tard, cool, dis-tu. Eh bien moi je dis enfin merci Gros Cacaboudin officiel, il y a 1 minute. Merci Monsieur Saf05 pour ton 15e mois quand même, hein, wow. Ah non, t'as pris un abonnement pour une durée de... Bon, je comprends rien. Merci Médéric64 qui dit waouh, 2 ans, voilà, toi t'es un vrai fidèle. Voilà, ça c'est les vrais ça. Merci The One Laris, merci 2 entre 2 qui a stimulé un peu le train de la hype. Merci La Note Bleue qui dit content de ne pas rater le direct et The Gingerous qui a offert un abonnement à quelqu'un. Et on le remercie, évidemment. Bon, on va s'en tenir évidemment au programme, je vais vous expliquer tout ça, sauf que non, je fais pas des lives tous les soirs, hein. Moi, je suis assez régulier sur le midi, on fait une revue de presse ici de midi à 14h, le mercredi, le jeudi et parfois le mardi. Je suis d'accord que c'est encore un peu chaotique comme manière de poser un planning. Merci Yamiyosh qui dit bonsoir. Et merci Flagchips aussi. Donc je disais, voilà, bah, tiens, il y a Pagnac. Bonsoir Pagnac, toi t'aimes bien les archives. Pour les passionnés de politique, dans le format paléopolitique, on revient sur des archives, voilà, c'est ça. En vrai, c'est beaucoup plus constant, tu t'améliores. Ah bah voilà, ah bah voilà, ah bah voilà. Je suis un inavore, tout simplement, me dit Julien Pagnac. Bah oui, en effet. Je sais bien. Moi aussi. Et j'adore revenir sur des vieux débats, des vieilles controverses, pour voir aussi quel était le niveau de débat à cette époque, de quoi on parlait, comment les gens se positionnaient. Ça permet de voir aussi que des trucs qu'on prend un peu comme des absolus aujourd'hui, des mots qu'on utilise de telle façon aujourd'hui, ont été utilisés différemment à d'autres moments, et n'ont pas toujours été mobilisés par les mêmes camps, des valeurs, etc. Voilà. Ça permet de resituer pas mal de choses et de comprendre mieux là où on en est aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé à l'époque. Enfin bon, voilà. Merci à Cap Jensen. Il a géchant depuis l'époque Mélenchon, y compris d'avis. Oui, sur un certain nombre de sujets, Mélenchon a changé d'avis. Oui, oui, bien sûr. Mince, j'ai raté le retour sur les propos du président aujourd'hui en France, Le Parisien. Qu'est-ce qu'il a dit, le président, à aujourd'hui en France, Le Parisien? J'ai pas vu, moi. Vaste front, mais je t'emmerde, Lucas Donbrasi. Je t'emmerde pas mal, hein, avec mon vaste front. J'ai regardé les archives des Guignols en 2004, toujours les mêmes débats. Toujours les mêmes débats, mais pas les mêmes mots, pas les mêmes acteurs, des gens qui se repositionnent. Mais on est dans la même époque que ces années-là, mais il y a quand même des sujets sur lesquels beaucoup de positions ont évolué. Et là, on va se plonger en 2008. On va se plonger en 2008 au congrès de Reims du Parti Socialiste. Alors vous voyez ce que c'est, il y a eu l'échec. Alors d'abord, on va resituer un peu quand même le truc. D'abord, il y a les années Jospin, on va partir juste de là, des années Jospin.
Les années Jospin, bon, vous connaissez, la gauche est au pouvoir. Une alliance, hein, quand même, il y a déjà le PCF, il y a déjà les Verts. À l'époque, c'est pas encore Europe Écologie Les Verts, c'est les Verts, mais ils sont là aussi. Et puis voilà, on appelait ça à l'époque la gauche... Attendez, je cherchais ma tasse. Sinon, je vais pas y arriver. La gauche plurielle, on appelait ça à l'époque. Et vous avez gagné dans le chat, bravo. Bravo, bravo. Merci Mira34 d'avoir offert un sub. Toi, t'étais déjà là ce midi, voilà. Toi, t'es revenu parce que j'ai bien teasé le truc. Voilà. Merci Xoim qui dit salut et merci pour ton taf. Donc je disais la gauche plurielle, les années Jospin, puis Jospin qui... grosse campagne droitière, hein, merci Kishosum pour ton Prime, pour ton 5e mois d'abonnement. Et à ce moment-là, en 2002, il y a donc 2001-2002, grosse campagne vraiment droitière, les médias chargent à fond sur l'insécurité, font un procès en irresponsabilité au Parti Socialiste. On est à un moment où pourtant les indicateurs économiques sont bons. Le chômage a baissé sous Jospin, enfin il y a plein de trucs qui vont quand même pas mal, il y a les emplois jeunes. Bon, évidemment, c'est pas le renversement du capitalisme, il y a toujours un taux de chômage, on peut toujours parler de taux de chômage structurel. Néanmoins, la gauche, vous savez, vu qu'elle est attaquée de toutes parts, à chaque fois, essaie de remettre les indicateurs économiques dans le vert, les comptes sociaux, essaye de, par exemple, la dette, voilà, quand il y a les socialistes, à ce moment-là, bah, la dette, elle baisse. Elle va se recreuser après, sous Chirac et sous Sarkozy, c'est la droite qui en général creuse la dette pour ensuite pouvoir attaquer les budgets de l'État en disant « Regardez, c'est n'importe quoi, gabegie !» Merci Trickpat. On est parti pour pas dormir. Non mais le documentaire dure pas très longtemps. Hein. Bref, bon, les indicateurs économiques sont pas mauvais si on les prend comme un capitaliste en regardant, voilà, les chiffres, la croissance, etc. Tout ça c'est bon, porté par une conjoncture internationale qui de toute façon elle-même est pas mauvaise. C'est ce que diront les détracteurs des socialistes, hein. Vous avez pas de mérite, la conjoncture était bonne, voilà. Merci Ocarine 8ème. Et puis c'est un moment où même la gauche, dans toute l'Union Européenne, elle a quand même beaucoup de manettes. Il continue à faire l'Europe néolibérale, mais avec beaucoup de gouvernements de gauche en Europe, qui adhèrent tout à fait au modèle, au projet. Donc, il y a quand même des renoncements, hein, sous Jospin, faut se remettre aussi là-dedans. Merci The Red LED. Il y a quand même des renoncements, notamment sur les questions de ce que l'État peut dire ou non aux entreprises. On laisse quand même largement faire le marché et on privatise, parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça qu'on fait. Merci Alexis Bourdésien, qui dit « Vive la gauche ». Voilà, Tony Blair, voilà, c'est un moment comme ça aussi. Schröder, Blair, tout ça. Il y a tout un mouvement aussi des gauches européennes qui va quand même vers le néolibéralisme, mais avec des bons indicateurs sociaux sur certains points. Par contre, la droite tape sur la sécurité à fond. Merci Trotsky. TF1 est fou furieux, il diffuse des émissions pour dire que on n'est plus... alors c'est pas on n'est plus chez nous à l'époque, c'est on est... Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, le racisme, toutes ces questions-là, c'est très clair. Maintenant, quand tu écoutes les gens de droite, c'est vraiment... Il y a des voiles partout, il y a trop d'arabes. À l'époque, la droite prenait la peine de faire un détour par une thématique médiane et de dire il y a trop d'insécurité. Les personnes visées étaient les mêmes, hein, c'était les Noirs et les Arabes, c'était les habitants de banlieue, etc. Mais voilà, ils faisaient un petit détour. Aujourd'hui, ils le font plus, il n'y a plus besoin, tout est d'extrême droite, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, voilà, ils attaquent sur la sécurité, ils attaquent à donf. Et Lionel Jospin essaie de se défendre, il dit non, nous aussi on sait faire de la sécurité. À ce moment-là, son conseiller en communication, c'est Manuel Valls, d'ailleurs. Et il a Chevènement aussi, il y a Chevènement qui incarne la droite, la gauche, tu vois, voilà, lapsus pour le coup révélateur, qui incarne une gauche un peu autoritaire, un petit peu old school. Chevènement parle des sauvageons, voilà. Donc la gauche essaie de faire de la droite, alors qu'elle était aux manettes, mais ça ne prend pas. Et c'est comme ça qu'on arrive au 21 avril, où sur ce terrain-là,
Non, la gauche, elle perd. Voilà, la gauche, elle perd, et elle perd d'autant plus qu'avec les renoncements successifs sur un certain nombre de sujets sociaux, sur la question des services publics, de la socialisation de l'économie, où ils ont tout privatisé, enfin, ils ont privatisé un certain nombre de trucs, et ben du coup, ils peuvent pas se raccrocher au fait qu'ils se raccrochent à leurs bons chiffres économiques, ok, mais ils peuvent pas se raccrocher à ce qu'ils ont fait vraiment pour les travailleurs, pour les services publics. C'est quand même beaucoup plus difficile. Merci Bastmast. Et ils essaient de dire non, on peut faire aussi. Un jour, il faudrait peut-être qu'on regarde le débat Chirac-Jospin de 95 ou d'autres débats dans lesquels voilà, Chirac et Jospin. Je rappelle que Chirac était président, hein. Jospin n'était que le Premier ministre, c'était la cohabitation. Mais ils ont des relations plutôt cordiales, voilà, ça se tire pas trop dans les pattes. Et puis le traumatisme là pour le PS, c'est le PS absent du second tour. Absent du second tour face à Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et on va arriver comme ça jusqu'à 2005. 2005, il y a d'autres événements marquants, les émeutes, hein, les émeutes de banlieue, vous entendrez dans les médias, les révoltes populaires dans les banlieues françaises. Et surtout, ce qui va être déterminant dans l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, le fameux référendum pour ou contre le traité instaurant une constitution européenne. Il y a le camp du oui, il y a le camp du non, à gauche comme à droite, pas pour les mêmes raisons, mais la gauche et la droite sont traversées par un nouveau clivage interne, le oui ou le non. Au PS, même au PS, il y a des gens qui sont pour voter oui au traité constitutionnel, traité instaurant une constitution européenne, et il y en a qui sont pour voter non. Genre Fabius, il est pour voter non. Mélenchon, il est pour voter non. Il se dit, oh là, on se fait rouler, on va vers voilà, le néolibéralisme fou furieux, etc. Merci. Azazel 072. Pareil pour la droite, hein. La droite, il y a évidemment des néolibéraux qui disent, bon, le marché commun, c'est très bien le marché commun. Et puis t'as les souverainistes qui disent, oh bah quand même le souverainisme, vous voyez, dans la lignée de Seguin. Là où les jupéistes, enfin ceux que plus tard on appellera les jupéistes, voilà, l'aile un peu, où voilà, il y a un certain nombre de trucs, genre, bon, ils peuvent transiger, mais le business on transige pas, c'est ça qui est central, et le business, bah c'est le marché commun, quoi. L'extrême gauche est plutôt pour le non, l'extrême droite est plutôt pour le non, mais les deux partis centraux adoptent des positions pour le oui, alors même qu'eux-mêmes sont traversés de ce clivage. Et c'est ça qui va être un peu la matrice. Ensuite, il y a les élections présidentielles de 2007. En 2007, je vous rappelle que le PS, n'importe comment, envoie Ségolène Royal, la soutient à moitié, il y en a plein qui la soutiendront même pas, voilà, parce que c'est Ségolène Royal, et en même temps, maintenant, vous la connaissez, Ségolène Royal, elle peut dire... Elle aussi, elle part sur une ligne droitière, restauration de l'autorité, elle fait pas une campagne 100% à gauche. Elle fait une campagne... Bon, voilà, hein, l'autorité, un peu old school, un truc un peu old school. Merci Jospin perdu, on en avait parlé dans OLG. Merci Sapiens qui dit stream du soir. Bonsoir, vous êtes très nombreux sur ce stream. Fille de militaire, normal, oui, puis fille qui a pas franchement une culture de gauche. Ségolène Royal, c'est comme François Hollande, hein, ils sont de la même génération, ce sont des énarques qui ont été formés à une époque où... On les a formés à l'austérité budgétaire, à des trucs comme ça. Merci Tartiraclette qui dit coucou. C'est des gestionnaires, c'est des énarques qui n'ont pas tellement d'idées. Bon, c'est vrai pour Hollande, on a vu les dégâts plus tard, mais à l'époque, il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas non plus chauds pour voter pour Ségolène Royal, ou même pour la soutenir. Et puis en face, il y avait le bulldozer Sarkozy. Bon bah ça n'est pas passé. Et là, on arrive du coup au congrès de Reims, où le PS se dit, bon bah merde, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé plusieurs trucs, merde, ça marchait bien sous Jospin, je comprends pas pourquoi c'est pas passé. Il se pose beaucoup de questions. Et c'est là qu'on arrive au congrès de Reims, donc à Jean-Luc Mélenchon, qui est à l'époque sénateur socialiste, sénateur, je sais plus de l'Essonne ou je sais pas d'où, mais sénateur socialiste, et qui s'était illustré dans le camp du non à l'intérieur du PS, et qui va, bah voilà, je vous mets juste l'intro du documentaire, je vais couper la musique, on va rentrer dans le cœur du sujet. On est donc en 2008. Et c'est un documentaire qui a été produit à cette époque par... alors je n'ai pas tellement compris par qui. Ça c'est un problème. Vous allez voir, il cite en début de docu, il cite une télé. Alors je sais pas si c'est une télé locale, je ne sais pas quoi. Sur YouTube, le documentaire s'appelle Monsieur Mélenchon du PS au PG. Il est trouvable sur la chaîne Observatoire Citoyen. Il est précisé qu'il est en Creative Commons, réutilisation autorisée. Bon...
On va en savoir plus en le lançant, hein, j'imagine. Des étudiants en journalisme, me dit Barbure. C'est pas improbable, en tout cas ça en a un petit peu la patte. J'irais même jusqu'à dire des étudiants en journalisme qui ont un peu vu Pierre Carl. Je me dis, ça se trouve, il y a peut-être un truc un peu... Il y a une petite patte. Du PS au PSG, pas mal, pas mal. Et donc ce documentaire raconte cette histoire, raconte comment Jean-Luc Mélenchon s'émancipe du parti qu'il a vu devenir sénateur, etc. Le parti dans lequel il a fait beaucoup de ses classes, même s'il avait démarré à l'OCI, je crois, chez les trotskistes. Mais après, bon, comme beaucoup de trotskistes, il s'est retrouvé au PS. Il a animé un courant au PS, hein, un courant qui était censé incarner l'aile gauche du PS. Puis à un moment, il va craquer, quoi. Il va craquer. Et c'est là qu'arrive cette équipe de journalistes qui a décidé de le suivre. Et vous allez voir pourquoi ils ont décidé de le suivre. Alors c'est, voilà, Télétoc. Il y en a qui savent ce que c'est, Télétoc. Je vais chercher Télétoc. Parce que je me demande vraiment qui a produit ce truc. Télétoc, Télétoc, non ça c'est un bouquin, ça c'est un gna gna gna. Comptoir du livre, bah apparemment il y a un bouquin qui s'appelle Télétoc, mais c'est pas ça, hein. Non, Télétoc, tiens j'ai trouvé le logo, je vais aller sur le truc images, et en fait ça renvoie à quoi ça? Télétoc a rejoint Twitter en avril 2009, 26 abonnés, mais vous avez même pas de description, je ne sais pas ce que c'est. Dieudonné, ils ont fait un docu sur Dieudonné, Focus les trolls du web. Bon, ils ont fait des docus à cette époque. Ils avaient un compte Twitter dès 2009. Une web TV, Télétoc.net, enfin en ligne. Peut-être que c'était une sorte de web TV qui, aujourd'hui, n'existe plus, manifestement. Bon, s'il y a des gens qui savent ce que c'est que Télétoc, et vous pouvez me dire dans le chat. Il est devenu son communicant après le documentaire, Arnaud Champrenier-Trigano. Ah bon, et ben voilà. Donc c'est quelqu'un qui a quand même été fasciné par Mélenchon. On est déjà sur pause. Oui, non mais voilà, bon, on s'en fout. On va dire que c'était une web TV et que c'était des étudiants en journalisme, j'en sais rien. Merci Allo 1804, un rêve devenu réalité, le plus grand analyste de gauche paléopolitise, le plus grand homme politique de gauche, notre Jaurès à nous. Oh là là, comme tu y vas. Allo, tu es très Mélenchon, Mélenchon fan. On sort les cahuètes et on assiste à la mort de la gauche. Non, on assiste à la mort du PS. C'est pas pareil. Est-ce qu'il fallait pas que le PS meure pour que la gauche vive un peu? Il me semble que la campagne 2017 a plutôt montré que si. Mardi 21 octobre, à la rédaction de Télétoc. On se demande comment traiter le congrès du Parti Socialiste. Il est finalement décidé de suivre un dirigeant du PS pour découvrir à travers ses yeux la préparation et le déroulement du congrès. Il nous faut un homme ou une femme suffisamment haut placé dans la hiérarchie du parti et en même temps suffisamment libre pour nous laisser le suivre pendant toute cette période. Notre choix se porte sur Jean-Luc Mélenchon, sénateur de l'Essonne, membre de la direction du PS et signataire de la motion C. Et alors là, vous voyez, c'est passionnant, je fais la première pause. Il va y avoir pas mal de pauses, hein, mais le documentaire, du coup, dure 35 minutes. Il va y avoir pas mal de pauses, mais on s'en fout, vous avez le temps. On est d'accord, à cette heure-là, tout le monde a le temps, personne va se coucher, personne travaille demain. Au pire, vous regarderez le replay. Et encore, le replay, ça se trouve, il va se faire striker pour je ne sais quelle raison, j'espère que non. Bref, vous voyez que c'est assez marrant, voilà, ils ont eu le nez fin. Les gens qui se disent, on voulait suivre, leur sujet à la base, c'était le congrès du PS. On va suivre un mec, allez, Mélenchon, alors ils le disent pour son indépendance, parce qu'il est fort en gueule, parce que c'est un personnage. Mélenchon était déjà quelqu'un, je vous avais dit, qui s'était illustré pendant la campagne pour le référendum de 2005, parce que c'était déjà le Mélenchon qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un bon orateur, une forte gueule, un caractère, et ils se disent on va suivre lui pour en savoir plus sur le congrès du PS. Je vais découvrir ce documentaire avec vous, je ne l'ai jamais vu. C'est du react, un petit peu, si vous voulez, mais je vais essayer de vous éclairer s'il y a des trucs que je comprends et dont vous auriez pas l'info, voir de quoi il parle. Par contre, il est probable que je sois aussi largué de temps en temps, quand ils vont parler de la motion C, la motion B, voilà, apparemment, il animait, lui, la motion C, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la motion C, mais enfin, j'imagine que c'était pas la majo, hein, c'était pas la motion majoritaire. Vous savez, quand on fait un congrès, le congrès, ah oui, tiens, je vais peut-être vous faire une précision là-dedans, parce que tout le monde sait peut-être pas ce que c'est qu'un congrès. Un parti va réunir lors d'un congrès ses membres, ses adhérents, son bureau politique, et puis ils vont procéder à des votes pour choisir quelle va être l'orientation future du parti.
Et il y a des courants, vous savez, dans les partis démocratiques, des courants. Donc il y a l'aile gauche, par exemple au PS, va y avoir un courant plus centriste, va y avoir les Strauss-Kahniens, par exemple, enfin ceux qui vont devenir les Strauss-Kahniens. Bref, un parti sa vie, vous savez, il y a plusieurs tendances. À droite, à droite en général, c'est assez pourri parce que à droite, les tendances, c'est juste, vous savez, c'est toujours la guerre des chefs à droite, donc c'est des clans. C'est des clans de je préfère tel chef à droite, très souvent. Même si, bon, il y a quand même un fond de culture politique, quand même. Mais bon, c'est souvent de la guerre des chefs à droite. À gauche, on est très sur des... on a des idées, quand même. On veut se battre sur des idées, sur un programme, et on va défendre sa motion au Congrès. C'est un grand moment, parce que ça va impulser une orientation pour toutes les années à venir, enfin pour les quelques années à venir avant le prochain congrès, et c'est vachement important en fait un congrès pour déterminer ce que va devenir le parti, et donc les factions vont se battre, vont débattre, vont se succéder à la tribune. Mélenchon a souvent dit que les congrès du PS, au niveau des votes, c'était plutôt truqué, hein, c'était plutôt... bon, en gros, les éléphants, comme on disait, hein, les éléphants du PS, c'était les gros cadres du PS qui pesaient sur le parti. Les éléphants vont s'arranger entre eux pour... allez, je te donne 10%, moi je prends 30, moi je prends 30, et toi tu prends 30, et on a sauvé la face, et on s'organise comme ça, et voilà, et Emmanueli, un machin, et puis voilà. Bon, c'était pas toujours très démocratique, mais enfin, le fait est que sur le papier, c'était censé être démocratique, même si après, on bidouillait peut-être un petit peu. Je m'appelle Mélenchon, mon nom ne sert pas à faire des plaisanteries. Donc l'équipe va rencontrer Mélenchon, j'aime bien la phrase qu'ils ont mis, je m'appelle Mélenchon, mon nom sert pas à faire des plaisanteries. Il est déjà sérieux Jean-Luc, attention. Ils vont rencontrer Jean-Luc, comment Jean-Luc va les recevoir? On sait que Jean-Luc a un amour particulier pour les journalistes, allons-y. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, Lundi 27 octobre, nous avons rendez-vous au Sénat pour rencontrer M. Mélenchon et lui demander s'il accepte que nous le suivions pendant toute la période du congrès du Parti Socialiste. Oui, ça je veux bien le faire, mais je tiens à prévenir, moi je suis pas... je suis un guide engagé, hein, donc moi je regarde le congrès avec mon propre regard, je ne suis pas un commentateur extérieur à tout ça, quoi. Hein. Donc il y a les gens que j'aime pas, les idées que j'aime pas, les gens que j'aime, les idées que j'aime, et il n'y a pas de... Je ne suis pas impartial, comme on dit, à supposer que quelqu'un arrive à y être, mais enfin, c'est assez à la mode de se donner comme impartial, au-dessus de la mêlée. Moi je ne suis pas au-dessus de la mêlée, je suis dedans. Moi je suis pas au-dessus de la mêlée, je suis dedans. Moi c'est Jean-Luc Labagarre, regardez mon regard de méchant. Bon, ça y est, M. Mélenchon a accepté de nous servir de guide pour le congrès du Parti Socialiste. Alors commençons à planter le décor. Jean-Luc Mélenchon naît en 51 à Tanger au Maroc. À 11 ans, la famille arrive en France et très vite s'installe dans le Jura. Puis c'est mai 68 et les premiers pas du jeune Mélenchon en politique au sein des comités d'action lycéens. 2 ans plus tard, il part à Besançon faire des études de lettres et de philosophie, rentre à l'UNEF et rejoint les trotskistes de l'OCI. Bon, j'ai été militant étudiant, et puis en 74, je suis encore leader étudiant. Mais 74, c'est une élection présidentielle, celle de Mitterrand. Et donc moi, j'ai fait la campagne de 74 avec essentiellement les communistes de Besançon. Et bon, assez... C'est un peu monté avec le cul, hein. On entend les petits cuts, les trucs maladroits, c'est pas, ça sent que c'est pas un truc pro sorti pour le cinéma. Rapidement, bon, la divergence s'est creusée avec le mouvement trotskiste. Et puis déjà, bon, moi mon ancrage c'est la République, quoi. Alors donc c'est pas tout à fait compatible avec les soviets. Alors, bon, évidemment, mon ancrage c'est la République, c'est vrai que Mélenchon est un républicain de gauche, pour la République sociale. On a fait toute une soirée, si vous voulez creuser cette thématique. Quand Mélenchon dit mon ancrage c'est la République, il le dit pas comme Darmanin le dit aujourd'hui. C'est pas le même sens. Et si vous voulez voir un petit peu la nuance, en effet, je vous renvoie sur le stream que j'ai fait sur la lecture des articles sur la République. De toute façon, vous tapez Usul République. Et puis ensuite, j'ai fait toute une discussion avec Fabien Escalona, qui vient de Mediapart, qui avait fait toute une série d'articles, qui avait fait cette série d'articles que j'avais commenté sur la République. Bon, voilà, il y a la République telle qu'on l'entend aujourd'hui. T'as l'impression que c'est Manuel Valls ou Gérald Darmanin. Non, lui... Quand il dit la République, c'est la République sociale, etc., quoi. Mais c'est vrai que ça s'oppose, il a raison, c'est pas les soviets. Lui, c'est la tradition
socialiste républicaine, la république de l'émancipation, la république de l'instituteur, qui va permettre de faire monter, etc. La république de la justice sociale aussi. C'est pas la république avec son gros bâton on n'a pas rien le droit de dire et qui tape sur les musulmans. Il parle pas de ça à cette époque, il parle pas encore de ça. D'ailleurs, il va mettre du temps avant de voir que le signifiant a glissé de sens toutes ces années. C'est pas la même chose. 1977, retour dans le Jura. Mélenchon rejoint le Parti socialiste de François Mitterrand. C'est pas assez fort, je peux pas faire plus fort, les enfants. Je peux pas faire plus fort. Je vais regarder comment je peux équilibrer un peu les niveaux, peut-être en baissant ma voix. Hein. C'est les années du programme commun et de l'union de la gauche, celle précisément dont le Parti communiste ne veut plus. Quand il y a eu la rupture de l'union de la gauche, moi, avec mes amis localement, on dit bon allez, on va faire un meeting. Donc on va à la plus grande salle de la ville. Alors bon, les anciens ils disaient bon, on pourrait peut-être prendre une salle plus petite, faut pas exagérer. Bon, ah non, on va s'expliquer devant les masses. Bon, et nous la partie à nous expliquer devant les masses. Et les gens sont venus par centaines. Non, moi j'ai vu à 2 ou 3 reprises dans ma vie le peuple français investir la politique en masse, dans les détails. En 68, pendant toute cette période du programme commun et de 1981, pendant le traité constitutionnel. Vous voyez pourquoi il fantasme après, voilà, il donne ces 3 épisodes pas pour rien, hein, le programme commun de 81, 68 et 2005. 2005, c'est vraiment un moment, bon, il y a peut-être des jeunes ici qui s'en souviennent pas, mais c'est vraiment un moment où on demande au peuple français de se prononcer sur un texte qui est compliqué, donc le traité instaurant une constitution européenne, voilà. Comment ça on entend R? Bah montez votre son, moi j'ai baissé le mien. Vous m'entendez, moi, on est d'accord? Bon, il prend des moments où en effet les gens se sont passionnés de politique, parlaient de politique tout le temps. J'avais 12 ans. Bon, moi je me souviens parce que c'est la première fois que j'ai voté, c'était en 2005. Et voilà, parler de politique tout le temps, c'est le moment, par exemple, qu'a vu émerger Étienne Chouard. Étienne Chouard, qui s'occupait pas de politique, qui était pas du tout politisé, et en 2005, on demande aux Français de se politiser en speed, là, parce qu'il y a un... Est-ce que vous êtes pour ou contre ce texte super compliqué? Bon, bah, les gens sont obligés de se faire une idée, et puis il y a des débats enflammés, et puis le vote est super serré jusqu'au bout, même si ceux qui sont pour le oui croient qu'ils vont l'emporter assez longtemps. Bon, bah, à la fin, c'est le non qui l'emporte, finalement. Les gens ont refusé le traité constitutionnel, après de nombreuses... Voilà, une période vraiment d'effervescence politique. Vous imaginez, moi c'est pour ça que les référendums, il y a des moments où je dis c'est pas mal quand même. Ça permet aux gens de s'emparer de questions qui envahissent tous les plateaux. On fait un débat, il faut 50% de temps pour le oui, 50% pour le contre. Oui, il faudrait peut-être un paléo sur 2005, ça pourrait être sympa. Regardez une soirée débat de 2005, ces grandes soirées qu'ils pouvaient organiser, les grandes émissions politiques où ça parlait du TCE à l'époque. Et... Bon, Mélenchon, il a ça en tête quand il se dit « j'aime les moments où le peuple investit la politique ». C'est encore ça quand il parle de constituante aujourd'hui. Pour lui, la politique, ça doit pas être, contrairement au PS, où il y avait un certain nombre de gens qui sont des gestionnaires de la politique, c'est-à-dire des gens qui disent « votez pour moi, je m'occupe de tout ». Mélenchon a une conception plus participative de la politique, il voudrait des citoyens qui s'investissent en politique partout, et il dit ça parce que lui-même, évidemment, c'est un passionné de politique, et il comprend pas, quelque part chez lui, il y a une incompréhension, il comprend pas que les gens s'intéressent pas au sort qui leur est fait, et qui leur fait ce sort-là, c'est les politiques, c'est la politique, donc il faut que les gens prennent en main ce processus de la République, de la démocratie. Aujourd'hui, il nous propose la 6ème République, je crois qu'il en parlait déjà à l'époque. Et c'est de ça dont il parle quand il parle de ces 3 grands moments, mai 68, le programme commun en 81, et puis non, même avant d'ailleurs, et ensuite 2005. Et on voit, voilà, il cite ça comme épisode marquant, et ça continue d'être, mine de rien, sa ligne directrice aujourd'hui. Voilà, donc c'est possible. Puis arrive le 10 mai 81, la victoire de François Mitterrand. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Merci Ambre Lunaire. Vous aurez reconnu cette voix? Qui a reconnu cette voix? Vous avez un point si vous avez reconnu cette voix. Salaud! Mais en même temps, c'est incohérent avec le fait d'être opposé aux soviets. Ah oui, t'as raison, hein, vu comme ça. El Kabash, mais bien sûr que c'est El Kabash. Évidemment que c'est El Kabash. François Mitterrand est élu président de la République. Répondez. Hein, vous le voulez de quelle couleur, le mur? Le mur sur lequel le socialisme va s'écraser. Peu après, Jean-Luc Mélenchon, qui continue sa carrière, devient premier secrétaire de la Fédération de l'Essonne. En 88, il crée avec Julien Drey la nouvelle école socialiste, le courant de la gauche du parti.
Merci Claméo. Oui, ça va couper souvent. Merci beaucoup Claméo qui a offert des abonnements à des gens. Bah dis donc. Bah c'est la fête. T'avais voté quoi à l'époque? Eh ben écoutez, on en parlera. J'en ai déjà parlé en stream d'ailleurs, mais on en reparlera dans une prochaine. Si on fait vraiment une soirée spéciale sur 2005, on en parlera peut-être. 2 ans plus tard, avec l'arrivée de Marie-Noëlle Lienemann, ils décident d'un nouveau nom pour leur courant, la gauche socialiste. En réalité, on a décidé ça dans une salle de cinéma, parce qu'il n'y a plus d'autre endroit où se réunir. Et on était les 7 dirigeants sur la scène. Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où mettre une table. Et le gars qui avait les clés, on avait par-dessus la tête. Ça durait depuis je ne sais pas combien de temps. Il était très tard. Et on n'arrivait pas à décider. Moi, je me fichais du nom qu'on choisirait. Bon, ça dépendait de lui. Il était bougon, comme souvent. Bon, attendez, je vais peut-être couper les alertes parce que c'est vrai que c'est chiant. Hein, c'est chiant quand on. Allez, je coupe les alertes. Comme ça, on regarde le docu au calme. Mais oui, je vais. On regarde le docu au calme, il n'y a pas les alertes. Merci à tous ceux qui vont sub. Je vais essayer de vous voir dans le chat, mais du coup, j'aurai pas le son dans les oreilles. Mais au moins, voilà. Bon, là, il nous parle de trucs chiants. Là, il nous parle de comment j'ai choisi le nom dans une salle de ciné. Bon, ça, c'est chiant. Il ronchonnait. Et alors, on disait des noms. La nouvelle gauche. Non, pas la nouvelle gauche. C'est con. La gauche, je sais pas. Non, ça lui plaisait pas non plus. Alors. Et puis, je sais pas quoi, à un moment donné, quelqu'un dit la gauche socialiste. Et à ce moment-là, le gars qui est dans la salle dit ah oui, ça c'est très bien, il devait en avoir marre. Parce qu'il devait être au moins 1h du matin. Alors, Audrey dit bon, si ça lui plaît, alors on va faire comme ça. Avec la gauche socialiste, Mélenchon et ses camarades cherchent à recréer le lien entre les partis politiques et le mouvement social. Ils sondent toutes les manifestations. Non, je peux pas monter le son plus fort. Bon, bref, ils se disent... D'ailleurs, tiens, c'est un des trucs qu'on va dire dans l'épisode de lundi. Hein. Lundi, on fait un épisode sur l'union de la gauche. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même souhaitable? Où est-ce qu'on va? Quels sont les clivages? Qu'est-ce qui fait que ça va pas se passer, hein, surtout? Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? On n'entend rien au docu, quoi? Qu'est-ce qu'ils me demandent, les gens? Tu peux baisser un peu ta voix? Bah vas-y, je baisse ma voix, Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Bon, le Parti Socialiste est devenu déjà, à ce moment-là, un parti de notables, un parti de gestionnaires qui ont décidé d'accompagner et la mondialisation et les métamorphoses du capitalisme. Donc, pour le coup, c'est un parti qui ne pense plus beaucoup, déjà, qui ne pense pas les tournants historiques qui sont en train de s'amorcer, et qui, surtout, n'a plus de lien avec les mouvements sociaux. Et Mélenchon se dit, bon, bah, c'est la gauche, on va quand même essayer de refaire un lien avec les mouvements sociaux, parce que la gauche sans les mouvements sociaux, c'est pas grand-chose. Et puis en plus, c'est ça qui fait naître aussi toutes les dérives droitières qu'on a pu voir au Parti Socialiste. C'est des gens qui vont plus dans les docus. Manifestations, de toutes les grèves, de toutes les révoltes. Qui vont plus dans les grèves et toutes les révoltes, pas les docus, n'importe quoi. Mais ça ne suffit pas, et ça ne paye pas au sein du parti. Alors changement de stratégie. Au début des années 90, la gauche socialiste prend sa part dans les jeux d'appareil. Elle complote, fait et défait les majorités rue de Solferino jusqu'à la période Jospin. En 97, ils rejoignent l'ancien dauphin de François Mitterrand et tentent de faire passer leurs idées. La ligne, c'est on pressionne de l'intérieur, parce qu'à l'époque, ça paye. On a un interlocuteur qui est Lionel Jospin, qui est un homme très carré, quoi. Hein. Donc, il y a des moments de... Ah, il a du mal à dire du mal de Jospin. Mélenchon, il a du mal à dire du mal de Jospin, il a du mal à dire du mal de Mitterrand, on l'a vu avec Edoui dans le live. Mais en même temps, Jospin, on peut pas dire qu'il est pas carré. Il a fait des mauvais choix, il y a des trucs qu'on peut lui reprocher sans problème. Par contre, oui, c'est un mec qui est plutôt carré, voilà. Tension, comme on n'a pas idée, hein, parce qu'il est physique, Lionel, en plus. Hein, donc des fois, vous vous demandez s'il ne va pas vous mettre une claque. Hein. Jospin, c'était un grand sportif, hein, il faisait du sport, il a fait du basket, il était super balèze. Hein, c'est un grand gaillard, hein, Jospin, faut pas croire. Hein. Mais c'est un homme très droit, très rigoureux. C'est-à-dire, quand la discussion est finie, on est tombé d'accord, il y a un cadre. Donc, à l'époque, ça paye de pressionner. Moi, je crois à ça. Après, on gagne 98, je deviens ministre, puis Marie-Noëlle quelques temps après. C'est une expérience très forte où on a essayé d'intégrer dans l'action ministérielle. Donc à l'époque, Mélenchon est devenu ministre, hein, vous avez peut-être pas de souvenir de ça, il était ministre des lycées professionnels, de l'enseignement professionnel, un truc comme ça. Donc il était, je sais pas s'il était secrétaire d'État, il avait peut-être pas le statut de ministre d'État, mais enfin voilà, il avait, je sais plus sous qui il bossait, je sais plus quel était son ministre de tutelle, mais enfin bref, il était en effet dans le gouvernement Jospin. La dynamique de gauche, bon, on va un peu s'oublier, on va parler de ça. Ce qui compte, c'est à la sortie de tout ça, c'est le désastre. En
tête Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Alors autant je vous ai fait un petit rebrief au début, mais du coup Mélenchon revient là-dessus, parce que j'avais parlé les événements vraiment qui vont faire qu'il se barre, bah oui il y a ça, il y a ça, voilà, l'échec de Jospin à se faire réélire, et puis évidemment 2005 après, donc on va revoir ces trucs-là, tant mieux, mais vous vous rendez pas compte j'en ai déjà parlé dans OLG, vous vous rendez pas compte du traumatisme que ça a pu être pour beaucoup de gens. C'était je veux dire, le FN jusque-là c'était un truc qui faisait 10%, 14%, jamais ça arriverait au second tour cette merde. Et d'un coup, voilà, le choc, le traumatisme pour une gauche qui pensait qu'elle avait tout bien fait. Hein, et là c'est valable aussi bien pour les socialistes que pour les communistes, c'est valable aussi bien voilà, pour tous ceux que de la gauche plurielle, ils pensaient qu'ils avaient vraiment tout bien fait, hein, qu'ils étaient dans les clous, ils voyaient pas pourquoi on voterait pas pour eux, et bam ils se mangent une tôle, et là traumatisme, mais traumatisme hallucinant, et puis même pour le pays c'était la première fois que l'extrême droite arrive au second tour, je sais pas quel âge vous aviez, mais alors moi je vais faire mon histoire en parallèle, mais à cette époque là du coup bah, j'étais militant, j'étais à la LCR, j'étais au JCR, et on a fait les manifs comme pas possible, on a débrayé, le lycée qu'allait débrayer l'autre lycée, grosse manif, on était 10 000 personnes dans les rues d'Orléans à peu près, selon les comptages à l'époque. Bon, c'était un sacré moment, et on était là à crier en disant le fascisme c'est grave, regardez ce qui se passe, putain, jamais. Mélenchon Begins, merci à toi... Merci à toi, Calenda. Voilà, vous vous rendez pas forcément compte de ce que ça a pu être comme traumatisme pour tous les gens de gauche à l'époque, que ce soit des gens du PS comme des gens, merci Fizzo, qui dit j'arrive à la bourse, j'ai loupé quoi dans le docu? Pas grand chose, on a regardé que 5 minutes 49 et j'arrête pas d'interrompre pour raconter mes petits souvenirs. Donc voilà, le traumatisme du 21 avril. Oui, d'ailleurs, c'était mes premières manifs. Il y a quelqu'un qui dit c'était mes premières manifs. Bah, moi aussi, c'était mes premières vraies manifs. Donc, cet événement gigantesque, qui est une espèce de fracture dans le cœur de l'identité républicaine de la France, se produit. Et ça veut dire que le Parti socialiste, quelque chose s'est produit dans les profondeurs de notre peuple, et le parti a été, au lieu d'être en phase avec, a été en travers. Et donc, il s'est pris, blam, le mouvement en plein dedans. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Et la réponse à ça, ça a été unité du parti, c'est-à-dire dorénavant, c'est comme auparavant. Et tous les chefs perdus, qui sont responsables du désastre, parce que c'est pas Jospin, Jospin c'est la victime expiatoire. Ah, Jospin il est pas responsable du désastre. Ça commence bien, Jean-Luc. Ça commence bien. Bon, ça, c'est un problème, déjà, quand même, un peu. Hein. Jospin, il est pas responsable. Mitterrand, il a tout bien fait. c'est Edoui qui est méchant à attaquer avec ses histoires de Rainbow Warrior. Merci Kasatskina Ragnarok pour qui dit Yas. Bon, c'est pas Jospin. Jospin, il est pas responsable. Bon, très bien. Tous ces chefs se mettent d'accord entre eux pour dire surtout on touche à rien. 2002, c'est l'explosion de la gauche socialiste. Mélenchon s'allie à Emmanueli pour proposer au parti une alternative à gauche. Au congrès de Dijon, la victoire leur échappe. François Hollande reste le premier secrétaire du parti. On pouvait gagner, la gauche du parti pouvait gagner, et on aurait gagné 10 ans de néant balbutiant. Hein. Alors maintenant, quand je les vois s'engueuler en tournant, disant le parti n'a pas travaillé, mais enfin la faute à qui? Qui dirigeait ce parti? C'est quand même bien eux. Et puis ils sont tellement paresseux, tellement ignorants, qu'ils ne se rappellent même pas ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils ne se rappellent pas qu'ils ont fait tous les ans au moins 3 conventions. Voilà, là, il tacle, il tire à balles réelles. Hein. Merci au modo, hein, parce que oui, alors là, des fois, c'est vrai que j'évite de tweeter quand je fais des streams, parce que je sais que je suis suivi par un certain nombre de débilos sur Twitter. Bah, j'ai quand même beaucoup de followers, donc j'évite de tweeter pour pas rameuter les débilos ici. Mais il y en a qui ont trouvé le chemin, manifestement. Ah non, j'ai tweeté ce soir. Ce soir, j'ai tweeté en me disant, bon, il n'y a pas grand-chose à 23h, j'aimerais bien avoir un peu de monde pour ce moment-là, que je pense être un moment sympa. Et du coup, il y a peut-être un peu des débilos. Hein. Ouais. Ah, t'as mis le chat en réservé aux followers, voilà. Mais ça, c'est l'effet tweet, hein. Voilà, c'est l'effet tweet, j'ai tweeté, donc du coup, j'ai rameuté du débilos, surtout que le sujet est intéressant. Donc il y a peut-être des débilos qui sont venus de bonne foi, qui se rendent même pas compte, qui viennent dire de la merde. Bon, vous voyez que Mélenchon a la dent dure, hein, déjà, contre ses collègues socialistes, c'est-à-dire ce dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire le Parti Socialiste est devenu un groupe de hiérarques
ronronnants, néolibéraux qui réfléchissent plus, qui pensent plus, c'est-à-dire des notables, voilà, des notables conformistes, j'ai envie de dire. C'est ça qui explique aussi pourquoi aujourd'hui ils ont tous des discours en étant là à dire que les réunions non mixtes c'est la fin de la République, machin. Faut être d'une bêtise, faut avoir un manque de connaissances, de culture historique et voilà, faut être vraiment un gros crétin. Et c'est ce que dit Mélenchon, il dit voilà, c'est tous devenus des débiles, ils savent même plus ce qu'ils ont voté la veille. Voilà, donc il chargeait déjà vachement le Parti Socialiste. On a écrit 2 programmes pour des législatives. Qu'est-ce que tu dis, 3 programmes pour des législatives, 2 projets pour 10 ans, en 6 ans. Le parti a travaillé, mais eux n'ont rien foutu, c'est ça la vérité. Ils s'intéressent à rien, ils lisent des notes de leurs assistants, ils lisent pas de livres, hein, ou alors le socialisme expliqué au nul, ou quelque chose comme ça. Puis arrive le référendum sur la Constitution européenne. Vous savez, le Parti Socialiste, à la base, c'était pas forcément des gens comme ça. À ce moment-là, le Parti Socialiste a déjà amorcé sa métamorphose en étant devenu un parti, oui, d'énarques et de gestionnaires, qui arrivent, qui croient très bien savoir comment il faut faire, qui font toujours un peu pareil, et en effet, il a raison quand il dit qu'ils lisent pas, qu'ils réfléchissent pas, qu'ils pensent pas l'époque. Malgré les consignes du parti, Jean-Luc Mélenchon fait campagne pour le non. Ah, je confirme, hein, l'interview c'est avant qu'il se barre, hein. Là on est encore avant le congrès de Reims de 2008. Donc Jean-Luc Mélenchon fait campagne pour le non à côté de Marie-Georges Buffet et d'Olivier Besancenot. Il y avait des grands meetings pour le non où toute la gauche du non s'unissait à ce moment-là. Puis les socialistes font de nouveau front commun avec les communistes et les militants trotskistes. Le 29 mai, contre toute attente, c'est la victoire du non. C'est la magie de l'action populaire de masse. Le peuple, quand il veut, il emporte tout. Alors bon, donc le peuple vote non. On est glorieux, non? Nous, on a fait le non. Donc à un congrès, je me dis, on peut dire on va gagner. Parce que quand même, les camarades qui ont adhéré à ce parti, d'accord, ils ne sont pas contents parce qu'on a été indisciplinés, mais ils réfléchissent. Penses-tu, commence par fiche dehors. Tous ceux qui ont voté non, ils les sortent de la direction. Et au congrès suivant, ils le font sur la discipline. La discipline. Donc là, vraiment, pour moi, c'est encore un pas, quoi. Je comprends que, bon, on est... Oui, parce que du coup, il y avait un traumatisme aussi chez les hiérarques socialistes qui était... merde, on a eu un camp du non au sein même de notre parti socialiste qui était pourtant pas mal pour le oui. Donc voilà, pourquoi le congrès suivant, ils le font sur la discipline. Merci UBEB, la discipline de parti, quoi. Merde, pourquoi on a eu un camp dissident chez nous? Pourquoi il y a eu Fabius? Pourquoi il y a eu Mélenchon qui sont partis à nous faire perdre? C'est eux qui nous ont fait perdre, chassons les traîtres à l'intérieur de chez nous. Voilà, la discipline. Il n'est pas loin de l'encéphalogramme plat. Voilà, on en sait un peu plus sur Monsieur Mélenchon. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, le congrès du Parti Socialiste. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Moi, ils ne m'amuseront pas avec ça. Donc ils peuvent faire leur combine, passe-moi le sel, je te passe le poivre, et puis Tata va arriver première, Tonton va arriver second, le cousin Jules va arriver troisième, puis à la fin, on va faire le repas de communion et tout le monde va être d'accord. Hein. Moi, je ne marche pas. Maintenant que M. Mélenchon nous a raconté son parcours politique, rentrons dans le vif du sujet, le congrès du Parti Socialiste. Bon, donc, dans la phase dans laquelle on est, il y a plusieurs textes déposés, il y en a 6, et puis les militants vont voter. Alors on dit, c'est pas juste, hein, on dit il y a 4 motions importantes, d'autres disent que 3, et puis 2 petites. Mais en gros, qu'est-ce qui se joue? L'ancienne majorité, l'éternelle majorité de ce parti, les toujours reconduits, qui ont toujours raison parce qu'ils sont plus malins que tout le monde, se sont divisés en 3 morceaux. Et le 4e, c'est la motion de gauche, pour la première fois, c'est un fait historique, la motion de gauche, tout le monde est dedans, toute la gauche du parti est dedans, avec des légitimités tout à fait comparables. Dire Ségolène a été la candidate du parti, elle a une légitimité, en plus elle est pugnace, elle s'accroche, elle se bat, bon. Bon. Après, Martine Aubry aussi, c'est la tradition un peu vieillotte mais sympa, quoi. Bon, des années, on va dire, des années Jospin un peu. Hein. Bon, alors je sais que ça paraît curieux de dire ça, parce que justement, le dauphin de Jospin, c'est Bertrand Delanoë, qui a la légitimité... Ah, je me rappelais pas qu'il avait sa motion à lui, Bertrand Delanoë. De la légitimité, puisqu'il est là. Hein, voilà. Voilà, ça fait 3 légitimités. Puis après, il y a la gauche du parti qui a la légitimité de l'histoire. Et quand même, je me permets juste de le signaler, d'avoir eu raison. Mais bon, normalement, si c'était rationnel, on devrait gagner. C'est tout bête ce qu'il dit, hein. Bon, il y a une aile gauche dans ce pays, dans ce parti. Bon, normalement, c'est censé être un parti de gauche. On est légitime juste parce qu'on est de gauche. Déjà, ça devrait suffire, putain, bordel de merde. Et en plus, on a gagné le truc du référendum. Normalement, on devrait gagner. Bon, si c'était pas tous des magouilleurs, hypocrites et analphabètes, on devrait gagner. Bien, voilà pour les 4 grandes motions qui vont s'affronter à ce congrès. Mais pour les 2 autres,
Que font-elles? Ah bah on ne sait pas ce qu'ils font. Utopia, ils sont présents à peu près à tous les congrès, ils font 1-2%, mais ils sont assez... c'est des purs idéologues, eux, parce qu'ils s'en fichent du résultat. C'est intéressant de voir que ça existe quand même au PS. Ça. Le pôle écologique, c'est nouveau, c'est suspect. Ça sent quand même la grosse combine à 10 km, parce que, mais enfin, il ne faut pas être injuste. On a l'impression que ce sont des gens qui sont là pour faire, bon, avec quelques points, peut-être la soudure pour une majorité. Mais enfin, ils disent aussi des choses sur l'écologie. On ne peut pas leur jeter la pierre, parce que la pensée socialiste, elle est de ce côté-là, ça va pas, quoi. Ah, vous voyez, il dit bon, ok, il y a une tendance écolo, manifestement elle est juste là pour faire le lien avec les écolos si jamais il faut refaire une majorité, et si jamais il faut refaire des contrats, voilà, des alliances, voilà. Mais il dit quand même, bon après ils ont pas tout à fait tort, parce que le PS au niveau de l'écologie on est nul, et il y a un problème. Il pose déjà le fait qu'il y a un problème au niveau de l'écologie quand même. C'est bon pour les protagonistes. Mais comment se déroule un congrès du Parti socialiste? Alors après, on vote. On a X%. En même temps qu'on vote, il y a des listes. Donc à la proportionnelle sont élus les comités fédéraux, les comités nationaux, le comité national, etc. D'accord? Donc on arrive, une fois qu'on a voté, il y a d'abord les congrès fédéraux dans les départements. Puis après, il y a le congrès national. Au congrès national, bon, il faut faire une majorité. La tradition veut que la motion qui est arrivée en tête propose aux autres une synthèse, mais à ses conditions, puisque c'est elle qui a gagné. Bon, alors maintenant, j'ai lu dans le Nouvel Obs que Fabius a dit « Ah non, non, on peut faire autrement, tous les autres peuvent se mettre d'accord contre celui qui est arrivé en tête. » Alors, il n'y a qu'à faire ça, et on est sûr de se garantir, d'abord, un viol pur et simple de la tradition du parti, mais enfin, bon, ils peuvent le faire, pourquoi pas. Hein. Moi, je ne mettrais pas ma cuillère dans ce potage. Hein. Je préfère prévenir d'avance. Et l'élection du premier secrétaire? On a inventé une diablerie pour terminer de présidentialiser ce parti et de le pipoliser, qui est l'élection du premier secrétaire au suffrage universel après le congrès. C'est-à-dire que tu peux avoir une majorité dans le congrès qui s'est arrangée dans le congrès, et puis après, un autre qui serait élu premier secrétaire du parti. D'accord. Mais pourquoi autant d'intérêt sur ce congrès? Est-ce qu'il est différent des autres? C'est un congrès qui est tout à fait hors du commun pour le Parti socialiste. C'est la première fois que le sortant ne désigne pas son successeur. François Mitterrand avait installé Lionel Jospin. Lionel Jospin avait installé François Hollande. C'est la première fois que Hollande, qui n'arrive même pas à s'installer lui-même, n'a installé personne. Donc l'affaire est complètement ouverte. Et pour un dirigeant socialiste, au-delà des enjeux, c'est quoi, au jour le jour, la préparation d'un congrès? Donc le congrès, c'est pour beaucoup de voyages et beaucoup des flots de paroles. Donc on va dans les sections, dans les fédérations, suivant les endroits, défendre le texte. Voilà. Et quand c'est à Pétaouchnok-les-Bains et que tu es venu de Paris ou de la capitale régionale, ça fait plaisir aux copains en même temps de recevoir localement quelqu'un qui vient. Ils veulent pas tous, hein. Il y a des fédérations, tu ne peux pas entrer. Personne de l'extérieur n'a le droit de venir. Bon, cela, j'aime mieux dire que pour ce qui est du maniement du résultat, ils sont forts aussi. Mais enfin bon, sinon voilà, on va, on vient. Maniement, entendez tripatouillage, hein. Le maniement du résultat, c'est... Bon, il y a des fédés dans lesquels ça tripatouille allègrement, quoi. Qui sont à la main du cadre local qui tient le truc, et bon, là, c'est un peu lui et son clan qui va décider de toute façon. Bon, ça tripatouille, ça... Voilà, ça deal, quoi. Moi, j'aurais aimé aller à Marseille, parce que c'est le coin que j'aime le plus. Ils sont sympas, c'est ouvert, ça remue beaucoup. Et là, je vais aller dans le Pas-de-Calais. Alors, il paraît que la direction fédérale m'aime pas trop, mais il faudra quand même bien qu'elle se passe à ma présence. Hein. Parce que j'ai dit du mal de... Oui, c'était justifié. Bon. J'ai dit du mal de... Oui, bon, c'était justifié. Donc là, on va faire une réunion. Et je vais défendre... mais après, j'en fais encore d'autres. Parfait. Ah, donc, il va aller défendre sa motion... partout en France, dans les fédés qui veulent bien de lui, il va aller défendre sa motion dans les territoires. Alors le rendez-vous est pris. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera le lundi 3 novembre pour partir ensemble à cette réunion dans le Nord-Pas-de-Calais. Le vrai sujet, c'est l'orientation politique du parti. Et cette question prend un contenu spécialement dramatique dans la période que nous vivons. Voyage au Pas-de-Calais. Lundi 3 novembre, 14h52. Nous nous rendons gare du Nord
pour retrouver Monsieur Mélenchon qui part à une réunion de présentation des motions dans le Pas-de-Calais. Si tu viens pour recueillir des louanges et des preuves d'amour, tu perds ton temps. Donc il faut faire ton travail de militant. C'était pas ça le travail avant. Avant, tu faisais ce travail dehors pour convaincre le gars qui n'a rien compris, la fille qui est paumée, à lui expliquer la droite, la gauche, le capital, le travail. C'était ça qu'on faisait. Hein. Moi j'ai fait ça pendant des années. Et maintenant on a un peu l'impression que la seule chose qui compte, le seul endroit où on milite, c'est dans le parti. C'est absurde. On n'adhère pas au Parti socialiste pour militer dans le parti. On adhère au Parti socialiste pour militer dans la société, avec les copains, avec les camarades, avec... En tout cas, moi je vois ça comme ça. Comment le Parti socialiste est devenu une tellement grosse machine à produire des cadres pour le capitalisme d'ailleurs, qui en fait, il s'agit déjà pour les socialistes entre eux de batailler entre eux. Ils passent tellement de temps à se batailler entre eux qu'ils prennent plus trop de temps de convaincre les autres gens. Donc voilà, c'est ça aussi le but de la tournée de Mélenchon, c'est essayer de convaincre les socialistes. 16h33, gare d'Hazebrouck. Des militants viennent chercher M. Mélenchon pour l'emmener à une réunion avec des syndicalistes de la région. Arrivés à Longness, des délégués de la Cristallerie d'Arc exposent le plan de licenciement qui les frappe et demandent aux sénateurs d'appuyer une demande de rendez-vous qu'ils ont fait auprès de Christine Lagarde. Déjà Christine Lagarde, je pense que c'est peine perdue. Bon, bah alors bonnes élections prud'homales sans en dire plus. Une heure après, nous reprenons la voiture pour partir à une réunion du Parti socialiste à Arc. Il y a 4 motions qui seront donc Stop les maracas là, arrête. Oui c'est vrai, ils sont très maracas. défendues, présentées. Il y aura donc un temps de 15 minutes pour chacune des motions. Je commence mon propos avec toute la gravité que je veux mettre à ce que j'ai à dire. Bon, là, vous avez trouvé le Jean-Luc Tribun, le Jean-Luc orateur, le Jean-Luc avec un micro, une salle devant lui. Bon, il y a déjà un peu ce qu'on connaît, hein, on est d'accord. Le vrai sujet, c'est l'orientation politique du parti. Si on veut soigner l'économie de ce pays, il faut partager, mettre un bouclier social qui permette de protéger de la déferlante qui va passer de la sphère économique à la sphère sociale et à la sphère politique. Même si on a eu des disputes assez rudes entre nous sur la question, c'est au peuple qu'on doit des comptes. Je vous donne ces exemples pour vous dire qu'il faut tourner en beau coup la barre. Pas seulement dire on va faire à gauche. Vous savez, hein, alors ça me fatigue. Hein. Je vois des camarades qui étaient drôlement modérés, qui étaient des vrais blairistes il y a encore quelques mois, les Blaropans, guévaristes à cette heure-ci. Oh, ça rigole pas. Donc Blair, hein, Tony Blair, qui était donc lui-même qui a été à la tête du Parti travailliste au Royaume-Uni, et qui a vraiment amorcé pour toute l'Europe, hein, pour tous les partis socialistes européens, qui a vraiment amorcé le tournant néolibéral de tous les partis socialistes qui après, dans la foulée, ont fait un peu de, voilà, le blairisme. Et c'est pour ça qu'ils disent, voilà, alors avant ils étaient blairistes et maintenant ils vont se retrouver guévaristes. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout ça, c'est pour dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale idéologique, politique, et donc ils recentrent en disant, voilà, la gauche c'est ça, merde. Camarades, il n'y a qu'une motion qui vous dit sur ce sujet les choses aussi franchement. Donc sa motion, c'est vraiment on tourne la page du blairisme, on tourne la page du social-libéralisme, et on va vers quelque chose d'autre, et il essaie de convaincre avec ça. Bon, peut-être dans le Pas-de-Calais, ça peut marcher un peu. Hein. 22h32. Monsieur Mélenchon reprend le train à Arras, direction Paris. C'est l'heure d'un premier bilan. Le vote des militants aura lieu dans 3 jours. J'aimerais bien qu'ils prennent une décision nette. Comme ça, j'aurai devant moi un paysage clair et je pourrai faire ma mise au point. Oui, moi, je supporte. Je parle franchement de plus en plus mal le côté comédie. T'as raison, Glarpin. En effet, le bouclier social, c'est parce que de l'autre côté, Sarkozy proposait un bouclier fiscal aux riches. Et lui dit, nous, on doit être celui du bouclier social. En effet, c'est une référence. On est donc du coup 1 an après l'élection de Sarkozy. J'entends des gens raconter le contraire de ce qu'ils disaient il y a 3 mois, ou des fois il y a 1 semaine. Puis après, je me dis, si moi-même je veux pas de cette comédie, alors je dois aussi me mettre mes comptes en ordre. Qu'est-ce que je fais, moi, si j'ai perdu encore une fois ? Je fais comme si de rien n'était, je reviens. Je suis d'accord avec vous sur rien, mais je vais encore faire semblant pendant
le résultat de jeudi, qu'est-ce qu'il va dire? S'il dit encore une fois la gauche du parti est au placard, ça veut dire qu'on ne changera rien, on ne bougera rien, on va recommencer, on va aux élections européennes, vive le traité de Lisbonne. C'est la première fois que je fais comme ça un congrès où j'ai l'impression d'aller à une mise au pied du mur de moi. Donc, vous voyez, il parle du traité de Lisbonne, évidemment, vous le savez sans doute, vous le savez peut-être, en tout cas, le vote du traité, du référendum pour un machin instaurant un traité de constitution européenne de je sais pas quoi, ça avait été refusé par la population chez nous, hein, 55% quand même, c'est quand même assez net, et c'était voilà, chassé par la porte, revenu par la fenêtre dans un traité qui lui a été, donc le traité de Lisbonne, qui lui a été ratifié, non pas par le peuple, mais par les parlementaires, hein, par l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est pour ça qu'il parle, c'est ça qu'il veut dire quand il parle du traité de Lisbonne, il voit déjà ça aussi comme une trahison du vote de 2005, dans lequel il s'était beaucoup investi et il croyait que ce résultat allait changer quelque chose, notamment sur la construction d'une Europe néolibérale qui pouvait enfin peut-être être entravée, en tout cas ne pas continuer davantage, ne pas aller plus loin. Voilà, or le traité de Lisbonne, voilà, trahison, etc. Pas des autres. C'est comme tu vas d'habitude, tu dis on va discuter, et puis on va bien voir ce qu'on va voir. Mais là, je me dis, mais c'est moi qui vais voir ce que je vais devoir voir. Ça, c'est pour ça que c'est un congrès pas comme les autres pour moi. En plus, du point de vue politique en général, on n'a jamais eu un truc pareil. Une crise majeure du capitalisme. Tout le monde sait que ça va mal tourner. Et nous, on est là en train de quoi faire? Jouer du violon, quoi. Voilà. C'est le rendez-vous. Coup de théâtre, c'est le jour du vote, on est un peu plus de la moitié de ce petit sujet de 35 minutes, et voilà, Mélenchon a défendu tant qu'il a pu sa motion pour ancrer le PS un peu plus à gauche et tirer les leçons de 2005 et de 2002, et vous allez voir ce qui va se passer. 18h32, nous retrouvons Monsieur Mélenchon dans l'Essonne pour le vote des motions dans la section de Massy. Eh, va faire la queue. Voilà, madame. J'ai intégré la section en 1978, quand je suis arrivé à Massy. Donc c'est dire que j'ai connu je ne sais combien de secrétaires de section. Moi-même, j'ai été le secrétaire de la section après que le parti ait été détruit. Le parti lui-même est un élément de lien social. Donc c'est le parti qui fait le lien, c'est le parti qui a l'histoire profonde, c'est le parti qui fait que les gens se socialisent, se connaissent, que les générations entrent dans le combat socialiste l'une après l'autre. On t'a vu ce soir, il y a tous les âges qui sont là. Je suis assez d'accord avec lui, ça c'est un truc que j'ai souvent défendu et je sais que je me fais rentrer dans la gueule quand je redis ça, quand je réaffirme le rôle des partis et le rôle des... j'ai pas pompé sur Mélenchon, hein, là pour le coup c'est quelque chose qui est assez ordinaire, je veux dire, comme conception politique, c'est de se dire en effet les partis ils ont une responsabilité, ils ont un rôle de transmission, et c'est pas vrai que pour les gros partis qui sont amenés à gouverner, c'est vrai aussi pour les plus petits partis qui font survivre une tradition, une culture politique, parce que s'il n'y a pas de parti pour une culture politique, elle disparaît tout simplement, elle est rangée au placard comme un truc anachronique et on s'en occupe plus. Si c'est continué cette culture politique à être, si elle est continuée à être entretenue par des militants qui la transmettent aux jeunes, ils se forment, ils discutent, ils s'adaptent aussi aux métamorphoses de l'époque, et eux-mêmes ils se métamorphosent, mais avec toujours un fil, et ce fil, c'est ce parti, le contrat premier, qui peut être trahi, qui peut être détourné, qui peut être... mais quelque chose survit. Et à gauche, on n'a que ça. À gauche, on n'a que ça pour créer une conscience populaire qui... moi, c'est mon point de vue. Je sais que je suis très contesté. Voilà, en général, on me rentre là-dedans en me disant que je suis SOSDEM parce que j'ai trop le parti et donc je suis pas assez insurrectionnel ou alors machin. Mais je dirais la même chose des syndicats aussi, d'ailleurs. C'est les corps intermédiaires. Il n'y a pas un truc direct, c'est aussi ce qui évite d'avoir un truc direct entre le peuple et ses dirigeants. Les trucs d'extrême droite, ils se passeraient tout à fait d'un parti.
et des syndicats d'ailleurs, parce qu'ils fantasment une relation directe entre les dirigés et le dirigeant, auquel on pourrait faire éventuellement un référendum de temps en temps pour que le dirigeant soit bien en phase avec les dirigés, et vice-versa. Mais il n'y a pas cette idée que le parti, c'est un groupe social, il a raison, un groupe social dans lequel on échange des choses, et qui se perpétue, des valeurs, une tradition, des engagements, et puis une certaine vision historique aussi, voilà. Bon, à gauche, ça sent le pâté, oui. Je suis plus syndicat que parti. Non, mais c'est bien les syndicats aussi, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais genre la bourgeoisie a moins besoin de partis, ça peut se recomposer comme ils veulent, ils s'en foutent, ils ont tout. Nous, on n'a que ça, nous, on n'a que le nombre. Eh ben le nombre, je suis désolé, il faut l'agiter en permanence, il faut aller le convaincre, et pour ça, avoir des organisations, et ce qui est vrai pour ce que Mélenchon dit du PS, ce serait vrai aussi pour ce que des militants du NPA vous diront du NPA. Pourquoi ils sont au NPA plutôt que de n'être nulle part? C'est parce que c'est ensemble, déjà à gauche, on est très sur le ensemble, sur le collectif, il faut former un collectif pour collectiviser à la fois les expériences de vie, les expériences sociales du monde du travail, les faire rentrer. Il faut un endroit dans lequel, par exemple, des intellectuels puissent côtoyer des travailleurs. Un parti remplit ce rôle-là. Alors que des travailleurs dans la vie de tous les jours vont pas nécessairement croiser beaucoup d'intellectuels. Le parti peut jouer le rôle de creuser. Et c'est vrai, ça peut... Et puis en plus, c'est une colonne vertébrale historique. Qui a un héritage, donc du coup il y a un apprentissage. Alors des fois ça paraît un peu hermétique, on se dit oh là là ça va être chiant, je vais pas tout comprendre, les discussions elles sont compliquées. Oui mais enfin on parle jamais de Hello, mais on peut parler de Hello évidemment, mais Hello c'est pareil bien sûr. Merci Descarza. Vous voyez, mais quand je parle il n'y a pas les maracas, donc je suis désolé, je remets les maracas, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Mélenchon. Moi je suis pas de ceux qui balanceraient les partis politiques à la poubelle dans un grand mouvement de tous pourris et de je sais pas quoi. Non, je crois quand même que ça joue un rôle les partis et qu'il s'agirait de pas jeter le bébé avec l'eau du bain quoi. Le parti c'est pas juste un groupe de cadres qui se partagent des postes, c'est pas seulement ça, c'est aussi un groupe militant, c'est aussi le Parti communiste fait un peu vivre ça aussi, hein, mais le Parti communiste il est en tension entre, c'est à la fois un parti d'élus et de petits maires et de petits sénateurs et de petits députés, d'un parti d'élus un peu installé, de notables, hein, c'est aussi devenu un parti de notables, le Parti communiste, et en même temps il y a toujours une force militante et cette dimension de tradition historique qui parfois est dévoyée, qui parfois ils essaient de retourner un peu aux sources. Bon, il s'appelle le Parti communiste, alors de temps en temps il faut qu'il se rappelle pourquoi il s'appelle le Parti communiste. Bon bah vous voyez bien que pour le Parti socialiste ça marche pas tout à fait, hein. Il se rappelle plus toujours pourquoi il s'appelle le Parti socialiste, on est à se demander pourquoi ça s'appelle encore comme ça. Mais enfin bref, aujourd'hui le Parti socialiste, on pense au Parti socialiste, on pense à Mitterrand, on pense à machin, on pense à une continuité, y compris à des trahisons, y compris à des écarts, mais enfin on pense à une histoire, ça nous permet de nous raccrocher à l'histoire au temps long, à nous rappeler que on n'est pas une masse informe de gens ensemble qui vivons comme ça, à se laisser porter par les événements. Non, il y a des forces politiques qui peuvent agir sur les choses, ces forces-là, dans nos démocraties représentatives, c'est des partis qui vont jouer le rôle de courroie de transmission. Normalement, c'est son rôle. Voilà, un parti, ça doit être la courroie de transmission entre des forces de la société et éventuellement des espaces dans lesquels on va gouverner. Et par contre, il faut en effet pas que le parti, un des problèmes du PS, là justement, au moment où il en parle, Mélenchon, c'est que le PS s'est autonomisé. C'est-à-dire il n'y a plus de base, il n'y a plus rien, quoi. Il y a plus beaucoup de militants, il y a eu une hémorragie, c'est juste des cadres. Donc là, il n'y a plus de courroie de transmission. Un tel parti, ça sert pas à grand-chose, quoi. Est-ce qu'ils sont en phase avec leurs militants? Je sais pas, bref. 21h30. Nous nous rendons à son bureau du Sénat, où l'attendent des militants pour la centralisation des votes. Oui, bah dis donc, je me demande quel genre de chiffres ils ont à Solferino pour arriver à des absurdités pareilles. Vous voyez, il dit déjà Solferino. Les Solferino, voilà, il est en rage déjà contre les hiérarques, hein, les éléphants, les cadres du PS. D'accord. Tu veux de l'aide, Laurent? Je coche, t'as pas les voix? Faire deux fois de suite. Ah d'accord. Tu dis fait. Oui. Ouais. Où que tu l'as fait? Ah oui. Ouais. Elle arrive derrière. Ah, le Loiret, d'accord. 16.
1600 et 1600. Hein Ouais, Gabriel Amar et François Delapierre. François Delapierre qui est disparu d'un cancer il y a quelques années, mais qui était vraiment pour Mélenchon, François Delapierre, que vous voyez à gauche, était censé être son héritier. Bon, il en parle souvent de ce François Delapierre avec émotion. François Delapierre, c'est une tronche quand même. C'est un mec qui a eu un rôle important dans cette histoire-là qui commence à ce moment-là. Confortable. 1800 votants, on a 200 sur 1800 votants, on a un 9e, 11%. Tiens, là, tu vois, tout le mal qu'ils se sont donné. Et alors? C'est grave, Bah, ça fait chier, quoi, c'est tout, voilà. D'accord, il arrive devant, tu vois, c'est la première. De 4 juin et. 164 à Delannoy, 145 à Royal, 95 à Aubry, tu vois, et c'est les potes qui se tapent le cul toute l'année à faire les manifs et les machins. Tu vois, et les autres, ils sont là, ils regardent, ils comptent les points. Minuit 25. Les résultats du congrès commencent à se préciser, et la motion de Ségolène Royal arrive en tête. Celle de Benoît Hamon est 4e. Alors, c'est vraiment. T'as des pourcentages ou pas? Ah, mais on a l'état de trace, là. Bon. Non? Bah, écoute, oui, 6%. Ah, et les Bouches du Rhône. 6%. Super, voilà. On fait 6%. C'est ce qu'ils ont annoncé depuis. Mélenchon qui a jamais été bon perdant. C'est une constante pour le coup. Il aime pas perdre. Mais bon, c'est ça, les bons joueurs, ils aiment pas perdre. Moi, je suis pareil à tous les jeux. Et en plus, donc, il n'est pas au centre de gravité. Mais qui est Aubry, elle fait quoi là-dedans? Bah, elle va être un peu derrière, mais elle va être 5 points devant Hamon, elle va être à 25%. Et nous, on va être à 18. 18. Oui. Donc, tu as 7 points d'écart. Non, on est donc exactement dans les purs qu'on avait estimés. Soit il dit, je fais manie avec Aubry. Il n'y a pas de tentative de tout sauf Ségolène. Bah voilà, mais tout sauf Ségolène. Mais c'est ça va être leur ligne, tout sauf Ségolène. Il y en a qui vont être tentés là. Oui, mais tout sauf Ségolène, ça peut pas être. C'est pas une ligne politique, tout sauf Ségolène, elle a gagné. Tout elle a sauf pas Ségolène, gagné ça par veut dire hasard. qu'on soutient Martine Aubry. Ça manquait, je trouvais. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il va parler à la presse? Bah, c'est un résultat qui est décevant de toutes les manières possibles. D'abord parce que pour la gauche du parti, je trouve que c'est pas cher payé compte tenu des efforts qu'on a fournis, de notre rassemblement, de l'énergie qu'on y a mis, du renouvellement, de la qualité de notre porte-parole Benoît Hamon. Un parti, c'est un outil pour le combat. Là, c'est pas le cas. Il y a une logique à ce résultat. Il ne tombe pas de dire Ségolène Royal et pas n'importe qui. Ça a été la candidate du Parti socialiste. Son orientation n'est pas un mystère. Elle ne s'en est jamais cachée, elle au moins. Hein. Il faut être fair-play, mais après il y a la leçon politique à tirer. La leçon politique, c'est que primo, l'ancienne majorité est restée majoritaire. Segundo, à l'intérieur de cette majorité, ce qui est devenu majoritaire, c'est l'orientation favorable à l'alliance avec le centre. Bon, voilà. Donc c'est de ça dont il faut partir. Et pour moi, ça suffit comme ça. C'est bon, ça suffit. C'est bon. C'est pas avec ça qu'on va répondre à la gauche, à l'énergie populaire qui est disponible dans ce pays. Mais pas avec ça, pas pour faire ça. Et donc, voilà, moi je tourne la page, hein, ça suffit. Voilà, c'est le coup de théâtre. Il est 2h du matin, les résultats viennent de tomber. Et c'est le jour même, quoi. Le jour même, le soir même, il dit, bon bah c'est bon, ça suffit, je me casse. Ah ouais, quand même. Et celui qui devait nous emmener au congrès du Parti Socialiste nous a finalement emmenés ailleurs. Monsieur Mélenchon quitte le PS, et nous sommes malgré nous les témoins d'une histoire que nous n'avions pas prévue. Demain, il annoncera publiquement sa décision et son intention de continuer le combat politique, autrement et ailleurs. Jean-Luc Mélenchon a créé un parti, donc un nouveau parti, hein, ils sont deux, comme ça ils sont sûrs d'avoir 50% des voix. Ah oui. Ça le fait pas rire, hein, lui, c'est le genre de vanne. Hein. Oui, c'est bien, il est content. Ardisson, ce connard. Hein, c'est bien, en plus, c'est même pas lui qui a écrit ses fiches, c'est ces petits auteurs minables, des journalistes qui grattent des gratte-papier. Ils sont payés pour se foutre de ma gueule. Non, mais attendez. Non, alors, c'est quoi ce parti, Jean-Luc? La démonstration est faite devant tous les malins qui ricanent, les professeurs, je sais tout, qui m'ont
il l'a mal pris, t'as vu, il le redit après. On nous a dit que nous n'étions que 2, donc avec de la pierre, j'imagine. Il le redit après à la tribune. On nous a dit qu'on n'était que 2. Ardisson. On t'oublie pas, Ardisson. Très vite, M. Mélenchon dévoile ses intentions. Constituer un front de gauche regroupant les partisans du non au traité constitutionnel européen pour partir ensemble à l'élection du 7 juin. Moi, je viens du Parti socialiste, donc en dessous de 20%, on considère que c'est le début de la mort clinique. Hein. Donc, quand tu commences une campagne à 4%, là, tu te dis, il faut vider la mer avec ses mains. Et c'est ce qu'on a dit, oui, on va vider la mer avec nos mains. Bon. Et puis, c'est pas tout. Il y avait cette foutue campagne, c'est-à-dire cette non-campagne. C'est-à-dire que, comme m'a dit un copain, il me dit, tu comprends, avant, il y a un sujet, on s'amène et on dit notre point de vue. Là, il faut expliquer qu'il y a une campagne, qu'il y a un sujet, quelle est la position des autres, et seulement quand tu as fini tout ça, tu dis quelle est la tienne. Donc ça a été terriblement difficile. Je ne dis pas que ça soit fini, la difficulté, mais c'est vrai qu'en février, ça fallait souquer ferme. Hein. D'autant plus difficile que la NPA refuse de rejoindre le front de gauche. Et aujourd'hui, les deux listes semblent en concurrence. Alors, le NPA refuse de rejoindre, mais il y a des éléments du NPA qui iront quand même vers le front de gauche. C'est pas le sujet, la compétition avec le NPA. La compétition avec le NPA, c'est une trouvaille médiatique pour rendre le débat intelligible. Alors, gauche de la gauche, l'autre match... Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il arrive, il rentre dans un espace politique où il y a déjà des gens, et c'est pas n'importe qui, parce que le NPA à l'époque c'est pas n'importe quoi non plus. Il y avait eu de grands espoirs à la création du NPA. Olivier Besancenot en 2002 c'est plus de 5% des voix, hein. Je crois que c'est 5,5% des voix. Bon, il occupe quand même un espace, et je pense pas qu'à ce moment-là, voilà, Mélenchon dit on part de rien, et voilà, il part de rien, il faut qu'il occupe un espace. Donc les médias se disent, ah bah du coup, Mélenchon il va nous faire de l'extrême gauche, donc c'est un peu comme Olivier Besancenot. Alors que c'est pas du tout ce qu'il a en tête, Mélenchon, et c'est pas ce qu'il fera après. Il veut pas faire de l'extrême gauche, il veut refaire un parti socialiste tel qu'il l'aurait aimé, ou un truc plus en phase avec les mouvements sociaux, mais avec quand même des cadres qui ont une volonté d'aller jusqu'à la victoire et aller jusqu'au poste de gouvernement, tout simplement. Et mine de rien, créer une force politique depuis rien, qui arrive à faire, comme il l'a fait, 19 et quelques % des voix à la présidentielle, c'est bon, faut y aller. Et en effet, il n'a pas voulu rester un parti d'extrême gauche aux côtés du NPA et de Lutte ouvrière. Ouais. Olivier Besancenot. Mais c'est ce que les médias perçoivent à l'époque. Ils perçoivent, alors Olivier Besancenot, c'est quoi votre différence? Bon, avec le PS, on voit bien, vous êtes parti en claquant la porte, mais du coup, vous nous faites un deuxième NPA, un truc ou un parti communiste. Qu'est-ce que vous faites en fait? Jean-Luc Mélenchon. Je n'accepte pas ce cadre. Monsieur Besancenot n'est pas mon adversaire. Je ne suis pas un match dans le match. Pour moi, j'ai toujours été dur avec les médias, mais cette fois-ci, je leur reconnais que c'est une situation absolument ingérable par des politiques qui ne veulent pas débattre. Donc ils disent tous pareil, et qui montent d'ailleurs tous avec la même énergie. Hein. Donc ils ont eu beaucoup de mal. Donc ils ont organisé en quelque sorte un tableau pour arriver à rendre la partie intelligible. Donc il y a premier camp UMP-PS, deuxième paquet écolo centriste, troisième paquet NPA front de gauche. Donc ça, en quelque sorte, il y a des matchs. Hein. Voilà. Bon, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas mon sujet, quoi. Je suis pas en train de faire campagne contre le NPA, c'est pas mon sujet. D'ailleurs, il avait évidemment tendu un peu la main au NPA. Bon, le NPA a dit non, ça va les socialistes, là, ou même les anciens socialistes, je veux pas voir ça. D'ailleurs, il y a ça dans le chat aussi un petit peu. Hein. Pour vous, Mélenchon, c'est un socialiste. Hein. De toute façon, sa FI, c'est jamais qu'une ressucée d'un genre de socialisme où monsieur a quand même des grands airs de Mitterrand et va nous la faire à l'envers, etc. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, c'est une autre perception aussi qu'on peut avoir maintenant. Ouais. Alors la campagne, comment se déroule-t-elle? Et sur le terrain, qu'apprend-on des électeurs? À proximité, on découvre des problèmes généraux. La santé, l'éducation... Là, c'est la campagne pour les élections européennes. Hein. Là, on est passé aux élections d'après, c'est plus le congrès de Reims, hein, on est passé aux élections européennes, et Mélenchon qui veut fédérer les forces du non. Mais... Du non de gauche, évidemment. Il y a une chose qui est irremplaçable, c'est l'incarnation de ces problèmes. Ça cesse d'être le problème de la santé. C'est les infirmières de tel hôpital qui va fermer, de tel... Bon.
Très vite qu'aujourd'hui, compte tenu de la misère et du pouvoir d'achat qui s'appauvrit, on comprend très bien que des difficultés à se mobiliser. Hein. C'est très simple, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Vous avez bien voté, hein. Non, mais parce que d'habitude on dit que les gens font la grève par plaisir, que bon, il y a la culture de la grève, etc. Voilà ce que ça coûte à ces braves gens de défendre le service public. Ça leur coûte à eux personnellement 150 € dans la journée. Et voilà. C'est-à-dire un thème qui était abstrait devient tout d'un coup un thème physique. Tu vois les mains des gens qui ont souffert. On atteint un niveau de réalité plus intense, plus profond que ce qu'on peut. Et ça donne une force après. C'est marrant, c'est presque comme si, une fois sorti du PS, il redécouvrait un peu la gauche, quoi. Il est là, ah tiens, des vrais gens avec des mains qui ont souffert, des travailleurs, putain, je l'avais pas vu depuis longtemps. C'est au PS, quoi, évidemment, oui. C'est un peu marrant. Pour faire campagne, pour lutter, extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Mais même quand les sondages le donnent bas, le Front de gauche fait partout plein ses meetings. Toutes les réunions ont été d'entrée de jeu très nombreuses. On a tout de suite été dans des grands nombres. Bon, ma campagne de lancement, on était à Carmont, on était 700. Et après, les meetings suivants, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? 400 à Castel-Sarrazin, bon, c'est pas l'habitude à Castel-Sarrazin qu'il y ait 400 personnes. Après, on va à Figeac, 500. Personne n'a fait autant de monde que nous dans des salles de toute la campagne. D'ailleurs, ça a commencé fort. Au Zénith, on était 6300. Puis les gens, c'est pas seulement qu'il y a de l'enthousiasme, c'est que les gens ont envie de s'enthousiasmer. Hein. Donc, tu vois, quand tu commences à monter la voie, t'as des gens qui crient « Ouais, Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois une chose sur le terrain et les sondages m'en disent une autre. Et puis petit à petit, bon, les échos des copains dans les autres circonscriptions ont commencé à se recouper. Et donc on a su compter le bonbon. Dimanche 7 juin, jour du vote. C'est à Paris, sur une péniche qui fait face à la grande bibliothèque François Mitterrand, que le Front de gauche a établi son QG de fin de campagne. À l'étage, on suit les débats télévisés. Au sous-sol, on collecte les résultats et on recolle les voix. 21h30, alors que le Front de gauche est crédité de 6,5%, les militants attendent toujours Madame Buffet et Monsieur Mélenchon. Donc Buffet, Marie-Georges Buffet du PCF, hein, à ce moment-là, quand il fait le Front de gauche, évidemment, il n'a pas de troupes, il n'a pas beaucoup de troupes, hein, il a quelques amis qu'il a réussi à arracher avec lui du PS, il va regrouper quand même des gens qui vont partir un peu d'autres formations, mais bon, c'est pas un truc massif, quoi. Il va choper des gens d'Europe Écologie Les Verts, ils vont choper des gens, en effet, qui vont partir du NPA, ils vont choper des gens à droite à gauche, mais l'alliance avec les communistes à ce moment-là, elle est cruciale, parce que il a pas de troupes, quoi. Il a pas autant de troupes que le Parti communiste, ça c'est certain. Bravo. Quand Luc arrive, il n'est pas loin. Il y a des caméras partout, voilà. Voilà. C'est un début, c'est quelque chose. Un beau début. Voilà, on a tout rassemblé la chose. D'accord. Bon, allez, on y va. Bravo Jean-Luc. Bon, j'ai pas compris, il a fait combien là? Bon, il a l'air content. Il a l'air content. Là, il était pas à 600 000 voix près. Je crois qu'il a passé le cap qu'il voulait passer, mais je sais pas combien. 6,5, 5%, 6,5. D'accord, et c'est bien 6,5 pour lui? Poum, 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 poum. Moi, il me faut encore quelques éléments pour pouvoir apprécier totalement la situation. Nous avons, nous, le Front de gauche, des raisons d'être heureux ce soir, dans la mesure où le score, que pour l'instant
Bon, en tout cas, du coup, ça veut dire qu'ils envoient des députés européens. Ça veut dire que c'est leurs premiers élus sous l'étiquette Front de gauche. Ils envoient, je sais pas combien on a le droit d'envoyer de députés sur la liste. Et d'ailleurs, je crois que les scrutins, d'ailleurs, ils ont un peu changé depuis. C'est lui qui fait... Ah, il s'envoie lui-même. Ah bon, bah c'est bien, c'est pratique ça. D'accord. Et puis il y a le seuil de remboursement, oui d'accord, mais ils en ont envoyé qu'un du coup, ou ils partent à 2-3? Ça je sais pas. 5? Ils en envoient 5? Bon bah c'est pour ça qu'il est content quoi. Ah bah bien joué Jean-Luc. On nous attribue, nous place en 5e position et j'estime que symboliquement ça a un sens qui pour nous, en tout cas gens de gauche, a un très grand impact. Nous place en tout cas... 5 avec le PCF bien sûr, pas 5 pour le PG. Devant le Front National. Et d'une certaine manière... Devant le Front National. J'achève donc sur une note optimiste. Ce que je vois à cette situation, c'est ce que nous avons essayé de faire. Je crois que le Front de gauche, dont je ne surévaluerai pas le résultat, mais dont je n'ai pas non plus l'intention de le minoriser, c'est un point d'appui extraordinaire. Et en tout cas, c'est une méthode politique. Et nous attendons qu'on nous démontre qu'il en existe une autre. Cette méthode, ça consiste à rassembler, à marier identité et unité, et en même temps à tenir fièrement, clairement, la position de rupture avec le capitalisme et avec les formations du libéralisme. Je suis certain que quelque chose commence dans notre pays. En tout cas, nous nous sentons capables de cette opiniâtreté, de cette inépuisable patience qui permet, comme vous le savez tous, au bout du compte, fût-ce à la cuillère, de vider les montagnes. Ouais, il a la motive Jean-Luc. Hein. Le temps où le FN était dans les limbes, ouais, mais c'est les élections européennes. À l'époque, ça mobilise. Vous savez, les élections européennes, ça vote pas beaucoup et donc du coup, bon bah voilà, ça votait moins aussi pour le Rassemblement National, le Front National à l'époque, que ce qu'il pouvait faire aux présidentielles, aux européennes. 22h15. Les estimations se précisent, mais rien n'est joué. Pour M. Mélenchon, qui ne sait toujours pas s'il est élu député européen, commence alors une longue attente. Mais vous voyez bien que, en effet, oui, mais même si on compare avec les européennes là de Jordan Bardella, ils ont fait combien là avec Jordan Bardella aux dernières européennes? Parce que c'est vraiment aussi qu'il s'est passé quelque chose ces dernières années. Je pense que le quinquennat Hollande a fait beaucoup de mal, a brouillé aussi un certain nombre de repères avec Manuel Valls Premier ministre sur les questions de racisme, etc. Il y a une banalisation des discours d'extrême droite qui fait que maintenant on se dit mais pourquoi le Rassemblement National serait traité différemment voilà, 25% aux dernières, voilà, 23,34, merci. Donc voilà, on a banalisé, non pas le Rassemblement National, qu'on a continué à diaboliser, mais tout en banalisant ses idées. Bah du coup la diabolisation marche plus, tu peux plus dire bah pourquoi pas eux du coup, pourquoi pas eux. En plus ça ferait une alternance, et puis vu que ce qu'ils disent tous les autres le disent, par contre ils sont diabolisés, bon bah si le Front National leur fait si peur, bah on va voter pour le Front National. Et après on se retrouve comme des cons à gauche à essayer de défendre vaguement, ouais mais quand même c'est pas trop cool d'être raciste. Ah bon, pourquoi raciste? Non, vraiment, et si les vrais racistes c'était les antiracistes? Bon, ça démarre aussi avec un Valls Premier ministre, quoi. Ça démarre, évidemment, ça se poursuit, l'apothéose, c'est Macron, derrière, c'est eux qui nous pavent la route à l'extrême droite. On n'en était pas encore là, à cette époque-là, ouais. Une minute sur François Bayrou, de gens qui sont de personnes... Oui, Sarko aussi a fait son travail pour banaliser ces trucs-là, bien sûr. Mais moi, je sais pas du tout, alors, je vais te dire, je sais pas où on en est... Ouais, c'est ce qu'il raconte, mais ça, personne n'est sûr. Hein. Tu sais, la... Ouais, merci, toi de même. Il parle à qui, là? Tu crois, toi? Mais là, on me dit qu'on est à 8, déjà, c'est quand même bien, non, comme score, non? C'est compliqué, hein, d'abord, de connaître le résultat. Moi, je découvre ça. Bon, peut-être que pour un parti qui est à 20 ou à 25, c'est facile, mais quand nous, notre existence politique se joue, on voit bien, c'est pas pareil d'être à 4 ou être à 7. 7, bon, ça y est, on a gagné notre ticket d'entrée pour la haute mer. Ça aurait été 4, c'était pas pareil, hein. Voilà. Oui, je vous le passe.
Félicitations. On n'en sait rien, ma grande, si je suis élu ou pas. Qu'est-ce que je me dis? C'est pas fait. Il y a le chat qui veut que je discute avec David Guiraud. David Guiraud, t'es dans le chat. Tu veux discuter sur... Tu veux discuter après David Guiraud, c'est le porte-parole jeune de la France Insoumise, celui que vous voyez peut-être sur les plateaux de CNews de temps en temps. Et ce qui peut être intéressant dans le parcours de David Guiraud, c'est que lui il vient... il a une culture aussi, il vient de la famille des socialistes, hein, mais il s'est pas tourné vers le Parti Socialiste, il s'est tourné vers le parti de Jean-Luc. Bah tu me dis David, hein, tu m'envoies un DM, et tu vois si tu veux qu'on discute de ce truc-là. Et t'as regardé du coup? Bah tu me diras. C'est pas fait. Minuit 20. Ou sinon on se fera ça au propre un autre jour, hein. Peut-être pas non plus tirer trop... On y voit plus clair sur les résultats. Toi t'es sûr? Oui, c'est sûr, on était le 8e siège, avec 8,2. Et voilà, Monsieur Mélenchon est élu député européen du Front de gauche. Le pari qu'il avait pris en novembre dernier en quittant le Parti Socialiste pour construire autre chose a finalement payé. Et à l'en croire, tout ceci n'est qu'un point de départ. Bah c'était très bien, ce petit docu un peu marrant. Moi, ça aurait pu être mieux, hein. Il y a des... ouais, il y a des séquences où tu passes un peu vite parce que tu as l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Mais bon, c'est quand même intéressant. C'était quand même intéressant de revenir sur cette période-là aussi pour les jeunes, surtout, je pense, sur les jeunes, pour les jeunes qui sont dans le chat et qui se disent bah tiens, qu'est-ce que c'est, d'où il sort, Mélenchon, comment on devient la France Insoumise, bah, en partant de pas grand-chose, en partant du PS et en faisant une OPA, hein. Il l'a fait aussi à l'envers, un peu aux communistes, etc., quoi. Il y a quand même à un moment une OPA sur les communistes, bien pratique au début, parce qu'en effet, il n'y a pas de force militante, etc. Et puis, bon, à la force aussi de... Hein, Jean-Luc Origins. Voilà, c'était Mélenchon Origins. Ça m'a beaucoup appris. Ça vous a beaucoup appris? Ça manquait de maracas. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ah ouais. Mario Kart sur 20. Non, moi j'ai pas envie de jouer à Mario Kart, moi. Bon voilà, c'était la fin en tout cas de ce docu. Ah bah tiens, bah oui, du coup, là, hop, attendez, je vais remettre les alertes sur l'autre scène, sinon je vais pas penser à les remettre. Voilà. Hop. Merci à tous ceux qu'on sub entre-temps. Et je pense pas qu'on va continuer, même avec David ou qui que ce soit. Par contre, je vais quand même discuter un petit peu avec vous, voir ce que vous avez retenu, les réserves ou les enthousiasmes que vous avez sur ce parcours quand même. C'était hyper intéressant à écouter en mettant des mugs dans du papier bulle. Ah oui, d'accord. Mais les maracas en font, oui. Bon, je vais discuter un peu avec vous de ce truc-là. Je vais enlever ce putain de casque, j'en ai ras le cul, qui fait mal aux oreilles. Voilà, hop. Je débranche. Tac, voilà, comme ça j'aurai vos alertes, je vous entends. Très bien. Si t'es fatigué, faut pas pousser. Non, mais je fume une clope avec vous et voilà quoi. Et voilà, petit débrief. T'as des fans hein, dans le chat, David Guiraud. Hein. T'as des fans dans le chat. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez appris des trucs? Est-ce que vous étiez jeune et du coup vous avez découvert aussi toute cette période-là, qui est moi la période aussi de mes débuts, de mes premiers pas dans le monde politique et dans le militantisme aussi, hein. On parle de 2002, on parle de 2005, on parle de ces années-là. Il y a mon gros front, mais il t'emmerde mon gros front, toi. C'est quoi ça? Critiquer les gens comme ça sur leur gros front. Ouais, ça m'a appris plein de trucs de montage. Ouais, t'as vu, faut mettre des maracas, c'est pas mal les maracas. Ah, il y a eu une émission avec Saint-Cric. Ah oui, il y avait, vous avez la parole ce soir. Je viens de voir l'émission de France 2. Comment peut-on faire pour comptabiliser le temps de parole de Nathalie Saint-Cric pour le monarque Macron pour l'élection 2022? C'est pas possible de dire sans cesse que la gauche n'a pas de programme à chaque émission. Elle est obsédée par la personne Mélenchon tellement elle est endoctrinée et n'a pas d'argument pour contrer ses idées. D'accord, bon écoutez, c'est Nathalie Saint-Cric. Hein. Ça manquait de Chirac. Ah bon, d'accord. J'ai retenu qu'il y a une cohérence. Il n'a pas quitté le PS pour rien. C'est le PS qui a quitté le socialisme plus tôt. Je pense qu'il serait d'accord avec toi.
Je connaissais pas l'histoire. Je connaissais l'histoire, mais j'avais pas vu les images. Oui, mais moi c'est un peu pareil. Je connaissais l'histoire, mais j'avais pas vu les images. J'avais pas vu. Il y a quand même des images assez fortes. Hein. Le Mélenchon, le soir des résultats du congrès de Reims, qui contre le mur est là à dire bon bah écoutez, c'est perdu, c'est perdu. Moi j'en peux plus de cette maison. Moi c'est fini, c'est bon, j'ai essayé, je me casse. Ça me conforte dans mes choix politiques. Il a des défauts, mais c'est l'un des rares à porter jusqu'au bout ses convictions sans compromission. Il est droit dans ses bottes, ambitieux, sincèrement engagé. Du coup, JLM est plutôt fidèle à ses convictions et s'est barré sans hypocrisie. Bon point JL. Je comprends pourquoi il a pris le melon, il est parti de rien. Ah oui, ça aussi c'est vrai, hein. Ça c'est pas faux. C'est vrai qu'on dit que Mélenchon, oui, il a la main sur son parti. C'est un dirigeant autour duquel tout tourne, hein, la France Insoumise, du moins beaucoup, même si lui dira non, c'est pas vrai. Il y a des instances sur lesquelles je n'ai pas la main qui vont décider de trucs, et par conséquent, machin tout ça. Mais enfin bon, tout de même, hein. Tout de même, il a la main sur le truc et pour cause, c'est son bébé. Je suis OPG, donc contente de l'avoir vu plus jeune et en forme. Donc David qui me dit je filme, mais on peut se faire une discussion une prochaine fois si tu veux. Là, je sortais de CNews, j'ai rien vu, du coup c'est difficile de faire un débrief. Bah oui. J'espère que c'était bien CNews. Que t'étais bien avec tes potes de CNews, David. Pas forcément fan de Jean-Luc à la base, me dit Srae. Je connaissais pas toute l'histoire de son départ. C'est très intéressant, permet de bien mieux comprendre et apprécier sa démarche. La mécanique Mélenchon, c'est cool aussi. Oui, c'est plus récent. Moi, ça m'intéressait parce que là, on fait du paléopolitique. L'idée, c'est de revenir sur des vieilles images. Il a braqué la social-démocratie en se tirant du PS. Par contre, je pense qu'il a bien flingué la social-démocratie en partant. Ouais. Les Européens du docu, là, les Européennes dans le docu, là, je me souviens avoir pensé, ouf, ce mouvement de renouveau à gauche est pérenne. Ben, je vais vous dire, moi, c'était un peu ma trajectoire. Hein. Moi, je suis quelqu'un, en effet, qui a fait ses toutes premières classes plutôt vers l'extrême gauche. Et j'avoue que quand Mélenchon commence à créer un truc qui s'appelle le Front de gauche, avec son petit parti de gauche, moi j'ai participé à quelques réunions en 2009, 2010, un truc comme ça, avec le parti de gauche à Paris, je me souviens, j'ai rencontré un certain nombre de gens à cette époque, bon, je me suis barré parce que je me suis dit, clairement, j'ai foutu les pieds dans un parti bourgeois, ça me va pas du tout. Vraiment, hein, c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est-à-dire que j'en ai vu chouiner pour des postes et tout, comme ça devait pouvoir se faire, j'imagine, au PS ou à Europe Écologie Les Verts. Voilà, j'ai vu des gens qui étaient pas là pour faire de la politique comme moi j'avais envie d'en faire, c'est-à-dire en essayant de convaincre les gens, voilà, comme il le dit à un moment, quoi. Et je voyais des gens qui étaient venus là pour prendre des sièges, pour prendre des places, en se disant, tiens, je vais parier sur le cheval Mélenchon, parce que, allez, hop, je quitte le PS. Mais si je le quitte, c'est pas pour rien. Moi, il me faut ça, moi, il me faut ci, moi, il me faut... Et je fais, ah ouais, non, mais c'est ça, votre vie de parti, là? Ça ressemble au PS, votre truc, c'est un truc de bourgeois, et je me suis cassé. Mais pourtant, j'aimais quand même bien l'idée qu'il y ait un creuset, voilà, un creuset à gauche dans lequel... Oui, je parlais du PG, là. Un creuset à gauche dans lequel pourraient éventuellement se fondre beaucoup de gens de gauche qui avaient envie... à la fois que la gauche soit de gauche, mais qu'elle prenne quand même le pouvoir. Il ne s'agissait pas qu'il y ait une gauche qui prend le pouvoir, qui vise le pouvoir, et qui, elle, est complètement une gauche gestionnaire, une gauche néolibérale, machin, tout ça. Et que de l'autre côté, il y ait une gauche vraiment de gauche, mais qui soit plus qu'une gauche de témoignage, qui est pas là pour gagner, qui est là pour aller faire son petit... voilà, à chaque fois, dire... ou être dans les luttes, c'est très bien aussi d'être dans les luttes, une gauche un peu d'agitation. Je veux dire, faut marcher sur ses deux jambes aussi. Mais moi, j'aimais bien l'idée quand même qu'à un moment, ce serait bien qu'on prenne le pouvoir, quoi. Qu'on laisse pas les socialistes, voilà. Donc moi j'étais chaud pour ça à cette époque-là, et bon, je me suis barré, mais je me suis barré au bout de pas très longtemps, je sais pas si j'ai fait 6 mois là-dedans, je crois pas. Ah par contre c'est vrai que j'ai un plaisir coupable, je vous l'avoue, c'est d'aller voir Mélenchon en meeting. Quand j'ai pu le faire, c'était bien à chaque fois. Les meetings, c'est vraiment cool, hein. Mais j'aimais déjà bien les meetings quand j'étais à la LCR, hein. Les meetings c'est vraiment top, et même quand j'étais plus au PG... j'ai continué à aller... Allez, si j'avais l'occasion, que j'étais à Paris et qu'il y avait un meeting de Mélenchon pour 2012, j'allais le voir, quoi, quand même. J'avais quand même de la sympathie un peu pour ce mouvement-là, par contre, juste, j'avais pas envie de militer là-dedans. Ça, c'était clair. Pourquoi ne pas rallier le NPA et le structurer à ce moment-là? Est-ce que le NPA s'est structuré tant que ça? Ah, toi, tu t'emmerdes en meeting, François Malo Sénat. Ah ouais, moi, j'aime bien, moi.
Moi j'aime bien parce qu'on est tous ensemble, on se sent moins seul. Puis à des moments on lève le poing, on gueule, on applaudit des trucs. Tu sais, l'orateur il dit « Et là, les socialistes, machin, ils se sont couchés devant Angela Merkel ou je sais pas quoi. » Et toi t'es là « Ouais, les socialistes c'est con. » Et tout le monde autour de toi est là « Ouais, trop bien. Ouais. » Et alors, ça c'est des bons moments ça. Et le PCF, bah, c'est encore une autre histoire le PCF, mais aujourd'hui c'est vrai que si t'as pas de la famille au PCF, t'as pas beaucoup de raisons d'y rentrer quoi. Un meeting de JLM, c'est l'assurance d'apprendre quand même quelque chose. Ouais, s'il a son côté prof de philo, oui, d'accord, ouais, c'est vrai, un peu. En même temps, Mélenchon en meeting, il est ouf. Mais c'est pas le seul, hein. Franchement, Besancenot en meeting, c'était ouf aussi. Hein. Moi, j'aimais bien aussi. Hein. Les meetings du MPA, c'est grave bien. Bah oui, bah tout à fait. Et d'ailleurs, pourquoi pas ensemble? Bah ensemble, c'était quoi à la base ensemble? C'était pas une tendance qui venait des verts et rouges là, des rouges et verts là, je sais plus, les anciens, les trucs qui descendent un peu du PSU en fait. Ensemble, je sais plus de quoi ils viennent. Ou alors c'est une partie du NPA? Non, je sais plus, je confonds. Je confonds tout, j'ai oublié d'où ils viennent ensemble. Oui, je sais que c'est le truc d'Autain. Oui, je sais que c'est le truc de Clémentine Autain. Mais on est d'accord, c'est pas les descendants du PSU ensemble? Ah non, ils viennent du NPA. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Je les confonds. Alors, c'est lesquels les descendants du PSU? Je les confonds, les petites fractions comme ça qui étaient... Ah bon, on me dit PSU. Et on me dit NPA. On me dit plein de trucs. Ensemble, c'est des bouts de tendance du NPA, plus les alternatives du ex-PSU, voilà, c'était les alternatifs, les rouges et verts, machin. Donc on avait raison tous les deux. Ensemble, c'est des bouts de, voilà, c'est des bouts de trucs. Non, pas le Parti Radical, non, le PRG, c'est encore autre chose. Ok, bon, c'est l'enfer, le slow mode, on peut pas répondre quand tu nous parles, Usul. Désolé, pas désolé, hein, désolé, j'essaie de... Au moins, moi, je peux vous lire. C'est quand même mon confort qui est plus important. J'ai vu un meeting de Royal en 2007. Ça fait bizarre quand j'y pensais. Comment il disait? Fraternité. Fraternité. C'est pas tellement le combat, ça. Ça fait un peu plutôt messe pentecôtiste, mais enfin bon. C'est Ségolène Royal. Hein. J'aimais bien le tchiki-tchik. Oui, c'est vrai, hein, c'était bien. Tchiki-tchik. Boum. Voilà, c'est ça que j'ai retenu moi. Je pense que vous aussi, hein, les tchik. Tu te droitises, Usul? Bah non, moi je me droitise pas. Moi je suis toujours sur le... Non. Si, par rapport à quand j'étais au NPA, oui. Enfin, quand j'étais à la LCR, oui. Mais moi au bout d'un moment, je voudrais bien qu'on gagne, quoi. Bon, bah vous voyez que ça va pas trop marcher. Hein. Merci, une rumeur de ponton. J'ai jamais été dans les camps qui gagnent, moi, de toute façon. Faut pas me faire confiance. Hein. 12% en 2012, oui. Salaud. Bourdin Malin Ruffin. Non mais les enfants, moi j'ai streamé 2 heures ce midi. J'ai pondu le script d'OLG avec Cotentin cet après-midi jusqu'à 18h30. J'ai restreamé de 20h30 à 22h30 chez Airquet pour reprendre ici à 23h. Et aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, il est minuit 37. Donc à un moment, moi je veux bien, voilà, juge ma vie à vous défendre. Juge ma vie. Mais pas trop non plus, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. T'as une idée d'archives pour le prochain Paléopolitique? Merci Sandre, merci à toutes celles et ceux que j'ai pas pu remercier précisément parce qu'on regardait les inscrits au RN, ça les fera perdre. Oui, c'est vrai. Ouais, mais je peux pas, j'ai pas l'ADN, j'ai pas le truc, ça marchera pas. J'arrive pas à être aussi débilos. Et Mémé est pionce, oui, Mémé est pionce ou pas? Oui, Epion sur le plaid. Elle doit être bien. Bon alors, qui c'est qui a de connecté? Qui c'est qu'on peut raid à cette heure-là? Oh, il y a pas mal de monde, hein. Qu'est-ce qu'il branle, lui? Je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas non plus. Ça, je sais pas. Il y a plus de monde à cette heure-là que quand j'arrête de streamer à 13h. Hein. À 14h. Hein. Ah, il y a clairement plus de monde. Alors là évidemment tout le monde est là dans le chat à dire stream le streamer que moi je t'ai dit de streamer. Merci Kendo972 qui dit 5 mois déjà. 5 mois déjà. Putain, 5 mois. C'est énorme. C'est énorme. Mr Fox t'arrête tout à l'heure. Ah puis je l'ai pas vu. Ah bah je l'ai pas vu, dis donc. Bon, vous êtes pas mal, Mr Fox. C'est quand le prochain paléo? Je sais pas, je le fais... moi, je fais des paléos quand j'ai une idée. Voilà, pour un truc précis. Je fais pas des paléos pour faire des paléos. Faut que j'ai une idée, il faut que j'ai un peu de temps. Il y a Chrono Musique, mais il fait quoi, Chrono Musique?
Putain, 5 mois. Il fait quoi, Chrono Musique? Mais il va faire de la musique, j'imagine. Donc c'est pas tellement raccord, alors que Mr. Fox, je le suis ou pas, Chrono Musique? Pourquoi j'ai rien, moi? Bah il stream pas Chrono Musique, qu'est-ce que vous dites des conneries? J'étais tout content de faire mon sondage. Ah non, ça c'est Gaël, là il host Gaël. Ça c'est pas la voix de Chrono Musique, hein. Je le connais, Chrono Musique c'est pas la voix. Bon, j'arrive et c'est la fin. Bon bah go direct replay, bah oui tu peux parce que tu as sub toi. Bravo. Bravo, bravo. Allez, je vous envoie chez Mr. Fox. Mr. Fox, il fait chaque année un zapping de YouTube. Et donc, ça veut dire que toute l'année, il travaille à ce zapping qu'il produit pour la fin de l'année. Et toute l'année, il dérush les vidéos du mois pour essayer de trouver des trucs qui vont aller dans le zapping final à la fin de l'année. Et il est de gauche. Il est de gauche. Oh putain, il regarde OLG là. Il est en train de dérush du OLG. Bon, bah, du coup, il y a une... on va dire qu'il y a une cohérence. Il y a une cohérence, je vous envoie sur un mec qui regarde du mois. Donc, pour le coup, désolé pour l'overdose pour ceux qui n'en peuvent plus. Pour les autres, je vous dis à bientôt. Il n'y a rien demain. Demain matin, moi, c'est tournage. Ensuite, c'est repos, petit week-end. Et puis, on se retrouve lundi pour, ouvrez les guillemets, l'union de la gauche. On va parler de l'union de la gauche. Et ça va être bien sympa. On va distribuer des petites gifles. Voilà. Amusez-vous bien, et quel melon, hein, quel melon. Moi je vais pas me regarder de chez Mr. Fox qui me regarde, je vais aller plutôt me coucher. Mais soyez gentils avec Mr. Fox, soyez sympa, passez une bonne soirée, et amusez-vous bien. Ciao.